Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée, enfin pas un crypto trading, aujourd'hui c'est la journée du crypto rapport. Crypto trading ce sera pour demain et demain dimanche on commencera une nouvelle semaine bien évidemment par le Bitcoin et ses dérivés, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Donc aujourd'hui on va faire notre crypto rapport. Ici on va s'attarder sur quoi? On va réellement regarder tout ce qui est Bitcoin au niveau international et bien évidemment, regarde aussi ce qui se passe au niveau de la blockchain. Ok, donc encore une fois, un grand merci à mon équipe de recherche, Patrick, Nadi et Johan pour les news que vous m'apportez tout au long de la semaine. Donc un grand merci à votre contribution, un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal. Et je suis super content de voir que le contenu du canal réellement vous apportant valeur. Hein. Donc par rapport aux vidéos que j'ai fait durant la semaine, donc le petit mini documentaire sur tout ce qui était investisseurs particuliers et investisseurs institutionnels, pardon, donc les pros, donc les sophistiqués, voir réellement quelle était leur chaîne de valeur et la différence entre les deux. J'ai vu que c'était quelque chose qui avait apporté pas mal, vu que c'est quelque chose qui impacte beaucoup. Hein. Donc là, c'est bien d'avoir pu nuancer cela, d'avoir pu aller beaucoup plus en profondeur et réellement, voilà, au lieu de le gribouiller rapidement durant quelques secondes, en faire toute une vidéo. Et là, je vous dis déjà, j'en profite pour passer une petite annonce. Je suis en train de préparer autre chose aussi au niveau de, on va dire ça, du Bitcoin Economics. Donc réellement, vous voyez qu'on voit quoi? On voit toujours, la blockchain ceci, c'est quoi la blockchain, c'est quoi le Bitcoin, et des centaines de milliers de vidéos, des vidéos d'analyse technique, ainsi de suite. Non, ici, nous, on va vraiment s'attarder sur l'aspect économique, mais même pas économiquement parlant uniquement du Bitcoin, mais l'économie en général. Et on va revenir en arrière pour voir les cycles économiques. Et maintenant, où on en est avec le Bitcoin et pourquoi est-ce que le Bitcoin et le blockchain étaient la réponse pas mal de choses. Donc on va revoir cela. Donc je suis en train de préparer un mini doc, bien évidemment toujours factuel, et vraiment essayer de simplifier les notions, les concepts au maximum afin de pouvoir atteindre un plus large public et continuer réellement à vous apporter de la valeur. Donc ça, voilà, je suis en train de préparer ça, et lorsque ça va être prêt, ça va vous être donné. Donc il y a pas mal de choses que ceux qui ont les Global Crypto Research ont pu voir en long et en large, vu que l'on prend réellement le temps de le faire. Ouais, ici c'est quoi, je me limite à une heure et demie lorsque je suis super inspiré, mais là vraiment, on a des 15, 16, 18 heures de vidéo. Donc là, vraiment, je prends le temps d'aller là. Donc ici, on va essayer d'avoir quelques points que l'on a vus, mais expliquer maintenant sous forme d'économie. Réellement, regardez l'économie et les cycles économiques et vous allez comprendre réellement pourquoi le Bitcoin, pourquoi le blockchain, quelle est leur place réellement dans ce cycle économique. Ok, donc voilà, d'un autre côté, moi, vous savez que vous pouvez me retrouver au www.jctum.com pour tout ce qui est consulting et recherche. Donc là, venez et regardez ce que nous avons, et bien évidemment, tous ces liens seront en description de vidéo. Alors maintenant, on y va. On va commencer les news, et on va commencer les news directement en allant par quoi? On va commencer par le niveau, on va regarder le Bitcoin au niveau global. Et qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on a quoi? Ici, on a un rapport de la UBS, et UBS, rappelez-vous, donc c'est la banque à Union bancaire suisse, et on va dire, on commence par un commentaire qui est assez mixte. Qu'est-ce que ça veut dire assez mixte? Ça veut dire que ce sont des choses qu'on a déjà vues depuis la création du Bitcoin, et surtout depuis qu'il est devenu super mainstream, donc on va dire fin 2016 et 2017, on a eu droit à ça toute l'année, venant des grandes institutions, des personnages ultra connus, et ainsi de suite. Bon là, passons. Mais maintenant ici c'est quoi? Ici on a des choses qui sont clés. Parce qu'on parle de quoi? On parle de Bitcoin comme étant une monnaie, et on le compare au dollar US. Donc là ici, comme j'ai toujours dit, il faut aller au fond des choses. Donc là, ne vous laissez pas avoir, mais ce qu'ils ont fait ici au niveau du travail est intéressant. Pourquoi? Parce que eux, ils ont des chiffres, ils ont des données, ils savent comment manipuler ces données et comment faire des projections. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de voir que le Bitcoin, pour remplacer réellement le money supply, donc c'est tout ce qui est M0, M1, M2, mais au niveau du dollar US ici, ce serait quoi? Il devrait atteindre les 213 000 dollars US pour cela. Et il y a pas mal d'autres choses aussi sur lesquelles ils reviennent, donc pas mal de points. Mais ici, j'aurais aimé quoi? J'aurais aimé revenir, que je dise pas de bêtises, hein, je pense que c'est dans cet article, ou bien c'est dans un autre ici, j'aurais aimé revenir sur un point qui était clé, vu que c'est un point que l'on développe, enfin que nous on a développé pas mal, mais qu'on entend, comment dirais-je, qui revient tout le temps. Hein. Et vous voyez ici c'est quoi? C'est qu'on veut le Bitcoin comme étant quoi? Comme étant un moyen de paiement, pour le moment on dit qu'il n'est pas efficace au niveau de moyen de paiement, et qu'il devrait arriver à, un Bitcoin devrait atteindre la valeur de quoi? De 213 000 dollars, afin
afin de réellement, vous voyez ici, être vraiment un moyen de paiement viable au niveau global. Donc pour permettre de quoi? De faire des transactions quotidiennes, ce que l'on fait tous les jours, donc remplacement du dollar, et qui soit aussi quoi? Qui soit un mainstream, donc c'est-à-dire quoi? Grand public, une classe d'actifs grand public réellement. Et là, vous voyez ici, dans cet article et dans leur vision, je peux vous dire qu'il y a du bon, il y a du mauvais, mais surtout c'est du zigzag. Donc ça c'est en gros, c'est un article qui est trompeur. Surtout s'ils ont fait un rapport comme celui-là, ben voilà, c'est un rapport qui est trompeur, hein, exactement à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ici, c'est prendre en comparaison deux choses qui ne devraient pas être comparées. Le dollar US, c'est une chose, mais le Bitcoin comparé avec le dollar US, c'est une autre chose, et ce n'est pas ça qui doit être fait. Rappelez-vous que le Bitcoin a, enfin pour ceux qui ne le sauraient pas, et là, bon voilà, je vais vous laisser le découvrir et faire vos analyses et vos recherches. Le Bitcoin a plutôt une fonction d'or digital. C'est vraiment à ça que l'on compare et c'est ce qu'il est réellement, car telle était la vision de Satoshi Nakamoto. Maintenant, il y a d'autres cryptos qu'il faudrait prendre réellement en comparaison avec le dollar, qui sont là réellement pour des transactions, qui vont réellement avoir un cas d'utilité au quotidien. Le Bitcoin étant considéré comme de l'or digital. L'or aussi a une fonction monétaire, mais avec certaines caractéristiques et vu les propriétés qui lui sont propres. Donc ici, vous voyez que ce sont des articles, comme je vous dis toujours, à prendre avec des pincettes. Mais très intéressant, pourquoi? Parce qu'on a des chiffres. Et ça, c'est très important ici. Ok, donc continuons. Maintenant, on a quoi ici? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On avait vu cette forte montée. On a atteint les 8500. Voyons voir ici les différents prix que l'on a. Donc, on voit les prix qui sont en train de défiler ici. Le Bitcoin qui avait atteint des certains hauts. Et maintenant, on voit les prix qui reviennent en bas. Donc, il y a eu il y a eu pas mal de news hein, qui ont, comment dirais-je, qui ont été responsables, enfin qui étaient les catalyseurs clés. Waouh, vive les pubs ici. Les catalyseurs par rapport à cela, c'était quoi? Notamment tout ce qu'on avait au niveau des ETF, et ça c'était vraiment la chose la plus importante. Et d'un autre côté, encore on a eu, là on le verra un peu plus tard, hein, des grands noms qui ont montré leur intérêt réellement pour les cryptos. Mais malgré cela, vous voyez que ici on continue à être dans le rouge et il n'y a réellement rien qui nous pousse, comment dirais-je, vers le haut. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Le prix du Bitcoin revient quoi? Vers le bas, encore une fois. Et là, on va attendre sa cotisation. C'est ça que je suis en train d'attendre ici. Hein. Bon, vous voyez ici, on nous parle de 7200. Mais dans certains endroits, comme vous le verrez, on est déjà sur les 7000. Alors maintenant, on voit quoi? Bon, on a vu que numéro 1, il y a eu le rejet de l'ETF des frères Winklevoss. Et ici, l'auteur de l'article dit que pour lui, c'est une bonne chose. Mais ici, ça, ce sont des news qui étaient déjà, qui auraient déjà été publiées hein, durant la semaine. Vous voyez que moi, tout ce qui est Bitcoin, je le garde pour la fin de la semaine. Donc ça, vous avez déjà dû sûrement le voir et ainsi de suite. Mais moi, ici, sur cet article, je ne vais pas trop m'attarder dessus, vu que ça, bon, voilà, ça c'est déjà vu, revu. Une chose ici qui est clé, c'est quoi? C'est qu'il faut rappeler que les Winklevoss, leur ETF, c'est un ETF assez particulier. Pourquoi était-il assez particulier? Pour lui, c'était quoi? C'est un ETF qui a été fait pour être, on va dire, grand public et aussi pouvoir ramener du volume, mais aussi du volume quoi? Du volume particulier. Pourquoi? Lorsqu'on voit le prix du Bitcoin, beaucoup de personnes psychologiquement veulent un Bitcoin entier ou ceux qui veulent un Bitcoin entier sont découragés vu le prix du Bitcoin. Pourquoi? C'est assez coûteux. Avoir des fractions de Bitcoin, ça peut être fait, mais vous voyez que là, ça dépend de chacun, sa situation. Mais ici, c'est quoi? Vu qu'aux États-Unis, ils ont pas mal de problèmes au niveau de la régulation et ainsi de suite, et vous voyez, il y a des rejets au niveau des citoyens nord-américains pour avoir accès à certaines choses et aussi à certains services venant de certains exchanges. Le fait, c'est déjà une nation qui est très habituée à ce qui est stock market. Le fait d'avoir un produit qui peut être tradé aussi facilement qu'une action, ça c'est quelque chose de bien qui va lui aussi ramener du volume aussi. Ici, lorsqu'on parle de ça, lorsque vous voyez ce genre de produit, rappelez-vous que ça c'est USA-centric, donc c'est 100% que pour les US. Ouais, donc ça c'est très important. Pourquoi? Pour les résidents citoyens nord-américains, pourquoi ils ont beaucoup de restrictions, ils ne peuvent pas aller en dehors. Donc ce qui fait que quoi? Il y a un gros marché à exploiter aux États-Unis. Donc il faut ce genre de produit. Et ici, je terminerai juste en disant ceci, c'est que cet ETF-là, vous voyez, ça a été le plus connu, déjà, enfin, le plus connu, ce qui est le plus mis en avant, vu bien évidemment les stars, hein, donc les frères Winklevoss, ainsi de suite, vu aussi ce que je viens de vous expliquer par rapport aux particuliers et aux institutions, mais ça, c'est la porte ouverte encore à d'autres ETF. Donc, il y a encore pas mal d'ETF qui suivent, hein. Il y en a au moins une dizaine, on parle de 5-6, mais réellement, il y a une dizaine d'ETF qui sont en train d'attendre d'être là. Celui-ci, la SEC, vous avez vu ce qui disait au niveau du rejet qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de quoi? Du marché sous-jacent.
Et ça, vous allez le voir, hein, il y a des vidéos que je vous ai partagées ici. Ce ne sont pas des arguments réellement à prendre en compte. Et c'est des arguments qui étaient fort contestés. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'un produit qui va être États-Unis centrique. Et lorsqu'on va vers le sous-jacent, le Bitcoin n'étant pas régulé, n'étant pas centralisé, c'est quelque chose de global. Donc là, on sort de la juridiction nord-américaine. Et ici, d'un autre côté, cet ETF ici aurait pu faire du bien et n'a rien à voir avec la juridiction internationale, mais sinon 100% américaine. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc il a tout à fait lieu d'être. Mais là, maintenant, vous voyez, là, c'est, comment dirais-je, c'est mis en attente. Mais comprenez une chose, c'est qu'ici, c'est une bataille, même pas une bataille, hein, c'est juste quelque chose qui doit se régler entre Washington, là où est la SEC, et New York. Et ça a été fait depuis bien longtemps. Ça a été fait déjà lorsqu'il y avait le gold, et que le gold avait besoin d'avoir des ETF, enfin, que les investisseurs voulaient avoir des ETF pour le pétrole, pour les actions, enfin, pour tout. Donc, j'ai déjà montré pas mal d'ETF qu'il y a déjà eu. Donc, ça, il faut comprendre que ça, ce sont des va-et-vient. Ils sont en train de jouer au ping-pong, sont en train de jouer au tennis entre New York et Washington. Et là, c'est toujours comme ça. Et ça finira par tomber. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on est dans le capitalisme et c'est le capital qui fait la loi. Ici, c'est juste quoi? C'est une question d'argent. Et une fois que le tout va être OK, que les avocats qui sont en train de bosser dessus vont arriver à, comment dirais-je, à modifier ce qui doit être modifié afin d'être beaucoup plus présentable et approuvable, là, les choses seront faites. Donc ça, ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive. OK. Alors maintenant, continuons. Et ici, il y a une vidéo ici. Qui, voilà, justement, ça vient de CNBC, donc Ryan Hudner, ici, de Crypto Trader, qui, ici, il y avait 4 commissionnaires de la SEC qui étaient là-dessus, et ici, il a pris la personne, donc Madame Esther Pierce, qui, elle, était pour, et les 3 autres étaient contre, et donc là, elle explique tout ça, en long et en large, enfin, en résumé, mais quand même bien détaillé, qu'est-ce qui s'est passé exactement, et quelle est la chose clé au niveau de cet ETF, et comme on le dit, ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui vont arriver, mais rappelez-vous, celui-là a son importance. Pourquoi? Ça, c'est un ETF, on va dire, qui est pensé aussi pour le particulier, vu que les autres ne le sont pas. Les autres vont être réservés pour les institutions, mais celui-là, c'est pour ramener ce volume. Rappelez-vous, le prix du Bitcoin, c'est élevé. Et pour certains, c'est compliqué, comment est-ce que je fais pour rentrer dedans, ainsi de suite et tout ça, pour que ce soit vraiment large et que tout le monde soit impliqué dans ce qui est Bitcoin. On va faire un ETF qui va cotiser comme une action et sur des marchés centralisés. Rappelez-vous que lorsqu'on parle du JBTC, voilà, c'est du asset management et c'est décentralisé. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça ne cotise pas au New York Stock Exchange, c'est un OTC, donc c'est un produit over the counter. Donc là, maintenant, ils veulent faire un genre d'ETF qui doit, lui, avoir l'approbation de la SEC. Donc là, pourquoi? Pour être listé et être centralisé. Donc, ne confondez pas la chose. Le GBTC, comme vous l'avez vu dans le documentaire, c'est pensé que pour les investisseurs accrédités. OK? Donc là, voilà. Maintenant, continuons. Et ici, on a encore quoi? Là, on revient encore sur tout ce qui est l'approbation de l'ETF, de la SEC et ainsi de suite. Donc ici, il y a pas mal d'opinions ici qui ont été données sur l'horizon de temps dans lesquels on pourrait voir cette approbation. Vous voyez, voilà, ici, voilà, excusez-moi, en revenant sur le prix du Bitcoin, vous voyez qu'on a vu 7200. Ici, on nous donne pratiquement, on est pratiquement sur les 7000. Donc vous voyez que là, on est sur ce support. Donc si on perd ça, on est reparti là où on était et là on peut aller encore nettement plus bas. Et donc ça on verra ça demain, mais on verra ici, il y a pas mal d'articles qui reviennent dessus. Pour fermer cette parenthèse, ici on a le Crescent Crypto CEO qui lui parle un peu de ce qui pourrait se passer et il revient sur ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi? C'est toute cette bataille entre quoi? Entre Washington et Wall Street pour le moment. Voilà tout ce qui est en train de se passer ici. Ouais, donc tout simplement, c'est ça. Et ici, il y a une vidéo, hein, donc là, là, je l'ai distancé. Il y a une vidéo qui revient réellement sur le jeune, hein, c'est le jeune Hassan Ali, donc qui est le CEO de ce fonds ici. Il y a une vidéo dans laquelle il s'exprime réellement sur le tout et sur la stratégie de son fonds et sur ce qu'ils font. Donc là, on y arrivera, mais c'est un peu plus là. Donc ça, c'est en fin d'émission dans la partie banquier. Voilà, maintenant, on est déjà en dessous des 7000. Alors, continuons ici. On a quoi? Une autre vidéo, et dans cette vidéo ici, c'est quoi? Voilà, hein, encore d'autres personnes. Donc là, c'est le CEO de Bitwise qui lui est optimiste au niveau de quoi? De l'approbation des ETF. Donc rappelez-vous, hein, ils sont fort optimistes par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer. Tous ces géants de l'industrie, ils savent très bien ce qui se passe. Ils sont déjà passés par là, comme je l'ai dit, avec d'autres actifs classiques, on va dire ça comme ça, actions, bons, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un pas. Donc là, rappelez-vous, hein, et je le répète encore une fois, ça, c'est juste une bataille entre SEC, donc Washington, et New York Stock Exchange, c'est New York, c'est Wall Street. C'est juste un jeu de ping-pong. Et c'est une question de temps.
Mais pendant ce temps-là, vous voyez que ça n'empêche pas les choses de se faire, ça n'empêche pas l'engouement du Bitcoin, même malgré les prix en baisse que l'on voit là maintenant. Ok. Donc, continuons. Et maintenant quoi? On reste avec, comment dirais-je, le Bitcoin, bien évidemment. Mais ici, on reste avec quoi? Une prédiction haussière. Vous voyez qu'avec tout ce qui est en train de se passer, ça fait pas mal de remue-ménage. On a vu les prix du Bitcoin rester là où ils étaient. Monter, descendre, boum. Là, ça a lâché 7000. En dessous des 7000, là maintenant, comme on le voit ici en direct. Mais malgré ça, il y a quoi? Vous voyez que les crypto hedge funds, donc les gestionnaires de fonds, ils restent haussiers sur le Bitcoin. Mais vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, vous allez le voir dans pas mal de vidéos ici. La vidéo du jeune Hassan Ali, donc c'est un ex-Goldman Sachs qui maintenant a monté son propre hedge fund. Il va vous expliquer la vision. Rappelez-vous, ce que je vous dis au quotidien, c'est que maintenant, vous ne pouvez faire que trois choses dans ce genre de marché. On est dans un marché baissier toujours, ou vous êtes hors du marché parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous ne savez pas comment rentrer dedans et comment tirer avantage de cela. Ou vous êtes en train de shorter le marché, vu qu'on est dans un bear market, donc dans un marché baissier, dans une configuration de marché baissière pour le moment. Ou trois, vous accumulez dans la baisse. Si vous avez déjà eu l'occasion d'accumuler il y a bien longtemps, lorsque le Bitcoin était en dessous des 1000 $, donc vous êtes toujours haussier. Et si maintenant, vous êtes en train de rentrer maintenant, depuis que vous voyez cette baisse depuis les 20 000, mais que pour vous, avec le Bitcoin a réellement de la valeur, a une utilité, et que vous savez déterminer sa valeur réelle et ce qu'il représente, et vous devez être en train d'accumuler. Ça, c'est les trois choses que vous pouvez faire maintenant. Vous voyez que malgré ça, ici, donc eux aussi continuent à être haussiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils font partie de ceux qui sont en train d'accumuler du Bitcoin. Et rappelez-vous qu'un hedge fund, là, ça va être long si j'ouvre cette parenthèse ici, mais je préfère ne pas l'ouvrir. Sachez qu'un hedge fund, c'est un fonds de couverture. C'est-à-dire quoi? Je vous dis toujours, ils ne rentrent pas dans un actif, donc ils n'investissent pas dans un actif s'ils ne savent pas comment se couvrir avec. Vous voyez? Un hedge fund peut avoir dans son money allocation, on va dire si j'ai 100 €, j'ai 80% qui sont investis et 20% que j'ai sur le côté. Donc 200 €, ça fait quoi exactement? Si c'est 20%, ça va me faire 20 € que j'ai ici. Et j'ai 800 € qui sont, j'ai 80 € investis. Les 20 € que j'ai, peu importe ce que je vais faire avec, c'est-à-dire quoi? J'ai deux options. Ou je garde ces 20 €, pourquoi? Pour moi-même shorter. Mais si maintenant moi j'ai envie d'accumuler, d'être haussier, de me focaliser que sur la hausse, je peux prendre ces 20 € et les donner à un autre fonds qui lui va pouvoir shorter pour moi. Un autre fonds dont je connais le track record, dont je connais les performances, et lui, je sais qu'il est, par exemple, il est long short, donc il est haussier, baissier. Moi, imaginez-vous que je ne suis que haussier, je peux prendre une partie de ma trésorerie dans mon money management, le donner à notre fonds, et ce fonds-là, je sais qu'ils sont bons en short, je dirais, voilà, moi je vous donne ce capital-là, comme ça, lorsque moi, je vois le Bitcoin qui est en train de baisser, moi je peux distribuer, c'est-à-dire quoi, liquider une partie de mes positions, mais maintenir mon holding à long terme, mais je sais que ma baisse, elle est couverte, pourquoi? Parce que j'ai donné du capital à un fonds qui a un bon track record dans les 5 ans, et que lorsqu'il y a des bear market, voilà, c'est un fonds qui fait des bonnes performances en bear market. Donc là, shorter le Bitcoin, ils vont savoir comment le faire. Et moi, je me focalise que sur ce que je suis en train de faire ici. Ouais, que ça fait partie des stratégies. Ok? Donc, voilà. Alors maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on a? On a une vidéo qui accompagne cela ici. Et c'est quoi? On a monsieur Mike Novogratz qui parle de sa crypto-banque. Et qu'on parle de quoi? Vous voyez ici Galaxy Digital IPO. Donc quand on parle de IPO, c'est quoi? C'est un lancement en bourse. Donc c'est Initial Public Offering. Donc c'est quoi? Une offre publique initiale. Donc c'est quoi? Entrée en bourse. Donc là, c'est ce qu'il planifie par rapport à sa banque. Vous voyez qu'il a mis un certain timing avant de le faire. Il voulait lancer ça à partir du Toronto Stock Exchange au Canada. Mais le problème, c'est quoi? C'est les régulations, comme il dit, et il faut éduquer les régulateurs et toutes les personnes réellement qui sont de ce côté-là de la loi. Pourquoi? Ils ne savent pas trop bien c'est quoi le blockchain, ils ne comprennent pas trop bien ce genre de ce type d'action, enfin ce type d'actifs plutôt. Donc ce sont des choses qui prennent du temps, mais c'est positif. Mais ça, rien ne leur empêche de continuer à opérer. Et bien évidemment, toute l'infrastructure qui accompagne cela, vous voyez, la sécurité, les wallets, le custody et tout ce qui va avec et tout ça. Mais ça, ce sont des choses que lui veut faire à partir de sa banque. Maintenant, voilà, il fallait pour lui trouver le timing parfait et le bon endroit pour être lancé. Et donc là, vous connaissez que monsieur Mike Novogratz est super haussier dans tout ce qui est crypto. Et donc là, voilà, on a déjà partagé pas mal de vidéos, comment dirais-je, sur où il partage son enthousiasme avec avec toute la cryptosphère. Hein. Donc voilà pour monsieur Mike Novogratz. Maintenant, nous continuons. Et qu'est-ce que l'on a?
Maintenant quoi, ben, l'autre grosse news qu'on avait vue, vous voyez que ça n'empêche pas le prix de tomber, c'était quoi? Ben, c'est ICE. ICE, c'est quoi? C'est Intercontinental Exchange. Donc ce sont quoi? Ce sont les patrons, les propriétaires du New York Stock Exchange que vous avez ici en photo. Et c'est quoi? C'est le CEO maintenant, donc le propriétaire, qui parle de quoi? Enfin, le CEO, donc le PDG du ICE, qui dit que lui, il est super haussier sur les cryptos, qu'il aime bien les cryptos. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ben, il veut créer une infrastructure pour le trading des cryptos afin de permettre quoi? L'adoption, et que ça, c'est une de leurs missions d'être là pour permettre quoi? Ben, d'éduquer les investisseurs, d'éduquer le grand public et réellement ben, d'avoir cette transition, que dire bah, tiens, vous pouvez trader les cryptos comme vous tradez l'action d'Apple. Donc ça, c'est quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me manquait. Il manquait quoi? Rappelez-vous, lorsqu'on regarde les fondamentaux, clés de tout l'écosystème, on regarde bien évidemment la technologie, l'équipe technique, les développeurs, voir où ils en sont, et bien évidemment les investisseurs. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'il y ait un grand nom qui qui vienne réellement sortir de l'ombre et se dévoiler réellement, dire voilà, maintenant moi je rentre. Et ça fait quoi? Ben, vu qu'on voit un grand nom comme ça, ce sont des trilliards de dollars qui rentrent, l'argent attire l'argent. Vous voyez, l'argent, rappelez-vous, quand vous avez 1 euro, ben 1 euro va avec 2 euros et ça monte comme ça jusqu'à des millions. Donc le capital a un comportement moutonnier, on va dire ça comme ça. Vous voyez, lorsque le capital part, ben, il part. Lorsqu'il rentre, il rentre. Et là, ici, c'est quoi? Ben, là, une grosse entité qui détient, elle, beaucoup de capital, qui génère beaucoup de capital, ben, si elle vient et qu'elle dit maintenant, moi, je vais m'asseoir ici, je vais prendre place ici dans cette sphère et je vais faire en sorte que cette sphère se lève. Pourquoi? Ben, d'autres comme moi viendront aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important au niveau de la psychologie et de l'engouement. Et donc, vous voyez que là, ils ont déjà une nouvelle compagnie, ils ont déjà pas mal de choses. Ici, vous voyez comment ça va s'appeler, c'est le BAKKT. Et là, comme on dit, vous voyez, ils veulent être un pont, ouais, entre Wall Street et le Main Street. Donc Wall Street, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on voit, hein. Donc là, c'est Wall Street, ce sont toutes les institutions. Main Street, c'est quoi? Ben, c'est le grand public. Donc Wall Street, ce serait les 1%. Main Street, c'est les 99% restants. Et eux, maintenant, c'est quoi? Ben, permettre ce pont entre eux et, comment dirais-je, l'adoption massive des cryptos. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils ont envie de faire et réellement bah, c'est quoi? Bah, c'est cette infrastructure qu'ils veulent mettre sur place et encore une fois il a dit quelque chose de fort. Là c'est excellent ça, pourquoi? Parce que voilà, il se dévoile sans peur, il dénoue sa langue et réellement qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il voit les cryptos devenir quoi? Surtout le Bitcoin ici devenir un moyen de paiement global. Là, vous voyez que là, il parle de Bitcoin en long et en large, mais après, rappelez-vous, hein, donc ça, ce sont des gros titres. Hein, donc là, ben voilà, ce sont des gros titres, mais après, il faut aller étudier le Bitcoin en profondeur pour comprendre c'est quoi. Vous voyez, comme l'or, oui, ça peut servir pour des paiements, mais il y a plus. Hein, donc si le Bitcoin y arrive, d'autres cryptos aussi seront là en complément du Bitcoin pour permettre ce système de paiement global. Ok, donc là, voilà, mais comme vous le voyez encore, malgré cette news, ben voilà, c'est juste une annonce. Rappelez-vous, ça c'est une annonce. Bon, voilà, quelqu'un qui dit que voilà, je vais rentrer avec mon capital, mais il n'y a encore rien de fait. Ce qu'on voit qui est fait, c'est quoi? Ben, c'est la compagnie, tout est mis en place. Maintenant, ils font du temps. Il faut du temps pourquoi? Ben, pour que ça prenne. Ok? Donc voilà, tout simplement. Maintenant, continuons. Attendez, ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ici, c'est quoi? Ben, un autre gestionnaire de fonds ici, monsieur Anthony Pompliano, qui parlait de quoi? Qui avait donné ces 3 raisons pour lesquelles le Bitcoin pourrait atteindre encore cette année 50 000 dollars. Mais attention, ici, lorsque vous voyez ça, faut lire et il faut avoir vu ces déclarations. Je pense qu'il y a une vidéo, dans une des vidéos que l'on va partager ici, il intervient pour dire qu'il y a entre 30 et 40% de chances que l'on voit le Bitcoin atteindre les 50 000 dollars cette année-ci. Ok, donc il y a entre 60 et 70% de chances que ça ne le fasse pas et que ce soit dans les années, comment dirais-je, dans l'année suivante ou dans les années à venir. Vous voyez, donc là, et il explique cela très bien. Mais maintenant, c'est quoi? La chose la plus importante, nous, on va se focaliser sur les raisons qu'il a. Ouais, donc là, c'est ce monsieur qui est ici. Quelles sont les raisons que lui est en train de donner? Ah bon, voilà, ici aussi, ils sont revenus dessus. Pour dire qu'il y a 30 à 40% de chances pour qu'on voit ce prix ici cette année-ci. Vous voyez? Pour le moment, la configuration et tout ce qu'on est en train de voir, bah, c'est pas trop ça, mais vous voyez que là, c'est ultra volatile ici, donc on ne sait pas comment ça peut finir l'année, mais haussier, oui, mais rien n'empêche d'abord, avant d'être haussier, d'aller visiter des prix beaucoup plus bas. Alors maintenant, il parle de quoi? Ben, il revient sur les faits, hein, donc tout ce qu'il y avait au niveau des ETF, donc beaucoup d'engouement au niveau des ETF, et quoi encore? Voilà, c'était les ETF, les institutions. Et il avait donné un troisième point ici. Attendez, parce que je tente de retrouver la phrase dans laquelle il y avait les 3 points qui s'alignaient directement. Pour pas vous dire de bêtises, parce qu'il y avait le point des ETF, il y avait le point du moment. Voilà, troisième point,
les institutions, donc l'argent des institutions comment dirais-je, qui va rentrer, l'approbation de tout ce qui est ETF. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a les ETF, ben, ça va ouvrir la porte à encore pas mal de choses, hein, et pas mal, comme il dit ici, hein, et la spéculation au niveau de la future approbation de ces fameux ETF. Et numéro un, c'est quoi? Voilà, la psychologie humaine. Voilà, c'était ces trois facteurs. Voilà, maintenant je les ai dans ma tête. Donc c'était la psychologie humaine, déjà numéro un. Une fois que quoi? Une fois qu'on passe des niveaux de prix psychologiques, vous voyez déjà être au-dessus des 8000, mais il y a un niveau psychologique il y a un nombre, hein, il y a un chiffre, hein, que j'entends souvent se répéter, c'est entre les 10 000 et 12 000. Ça, c'est réellement le niveau psychologique. Donc, ce niveau psychologique, une fois qu'il est atteint et qu'il est perforé et qu'on se stabilise au-dessus, ça va donner encore quoi? Encore plus de force à ce sentiment haussier. Donc, la psychologie humaine autour des niveaux de prix clés. Numéro un, l'approbation, la future approbation des ETF, donc là, tous les pourparlers, tout ce qui est en train d'arriver. Et une fois que ces deux choses-là sont faites, après, c'est quoi? Ben, le capital qui suit. Et si c'est pas n'importe quel capital, c'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est le capital des institutions. Maintenant, on continue et on va regarder une chose. Maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer, vous voyez que malgré les points négatifs, ben, les cryptos sont toujours là. Et ça continue à monter, à monter et à monter. Et ça, c'est David, donc l'un de mes partenaires ici au GC Stream, qui m'avait partagé cette news durant la semaine. Il me dit, bah, tiens, on en avait déjà parlé, on avait vu qu'il y avait pas mal de pays qui avaient, comment dirais-je, qui pensaient à lancer leur propre crypto, certaines pour des raisons, pour, comment dirais-je, contourner les sanctions, et d'autres tout simplement pourquoi? Bah, pour adopter le blockchain et passer, comment dirais-je, à une autre étape, à un autre niveau. Et dans ces pays-là, bah, on a l'Iran. Bah, l'Iran numéro un, c'est quoi? Bah, ça a été confirmé. Et là on va le voir un peu plus loin lorsqu'on va arriver dans la région asiatique. C'est quoi? Bah, par rapport aux sanctions qu'ils ont. Donc là c'est pour contourner ces sanctions là. Donc on a l'Iran, la Russie. Ouais, le président Vladimir Poutine a toujours été pro crypto et il a toujours parlé d'avoir quoi? Son crypto rouble. Donc ça fait déjà plus d'un an qu'il parlait de cela avant ces élections. Ensuite, le Venezuela, bon, vous avez vu ce qui s'est déjà passé avec le pétro, et le pétro n'est que le premier projet, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. Il y a une crypto backée par, par des devises qui va arriver, encore d'autres cryptos backées par d'autres actifs. Donc là, ben là, ça va continuer. Donc il y aura plusieurs pétros qui vont arriver. Donc là, c'est déjà, on a déjà la phase 1 et les autres arriveront. Bien évidemment, c'est bien l'hyperinflation que traverse le pays, les sanctions aussi. Donc là, il y a énormément de choses. Donc là, c'est vraiment un besoin. La Suisse, les Riskbank parlaient déjà de quoi? De Clona. Donc là, on a vu ça aussi en long et en large, si je ne me trompe pas, dans le Q2 du Global Crypto Research. Donc là, voilà encore d'autres initiatives. Vous voyez déjà depuis 2016. Donc là, ben voilà, ils travaillent dessus. Et ouais, encore une fois, c'est quoi? Ben, ils ont dit qu'ils allaient, il y avait une association avec IOTA, donc rappelez-vous, on avait parlé de ça dans les émissions quotidiennes. La Suisse aussi est en train de parler d'avoir quoi? Ben, d'avoir aussi un projet similaire. Les îles Marshall aussi un projet similaire. Israël aussi, avoir le shekel ici mis sur, avoir un shekel tokenisé, ben voilà, eux aussi. Dubaï aussi, on avait déjà parlé, donc on avait déjà vu ça donc là avec le Mcash, donc ça c'est déjà quelque chose qu'ils ont donc aux Émirats Arabes Unis. En Chine aussi, on parle aussi d'un crypto renminbi, d'un crypto yuan, donc ça aussi c'est quelque chose qu'ils sont en train d'étudier et ils veulent vraiment aller de l'avant avec ça. Le Japon avec le Gcoin. Donc là, il y a pas mal de pays. Donc ça, ce sont déjà des choses qui avaient déjà été, desquelles on avait déjà parlé, mais maintenant, ben, voilà, c'est en train, toujours, c'est toujours là. C'est en train d'arriver. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Vous voyez que ça ne dort pas, ça n'arrête pas, et ça continue, et ça continue, et ça arrive lentement, mais sûrement. Donc vous voyez d'un autre côté, là c'est quoi? Bah, c'est vraiment le moment de se centrer, de fermer les oreilles, d'arrêter d'écouter tout ce qui est négatif. On est déjà dans ce monde blockchain, dans ce monde décentralisé, et ça va continuer, et ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Et c'est pour ça que j'ai envie, même pas que j'ai envie, hein, je vais faire ce mini-doc économique pour comprendre cela. Parce que rappelez-vous, il y a une question économique. J'ai déjà partagé des vidéos où Mike Novogratz parlait de ça. Que c'était global, macroéconomique, c'est un mouvement global. Surtout depuis qu'il y a le Bitcoin et ainsi de suite. Il n'y a pas de frontières ici. Donc là, ça a révolutionné le monde entier. Et c'est ce qui va se passer. Donc il faut comprendre cela. Mais avant d'aller là, il faut comprendre réellement quel était cet impact économique. Donc il faut revenir sur les cycles économiques passés pour comprendre où on en est aujourd'hui et comprendre que oui, cette évolution elle est là et que maintenant on ne peut pas faire marche arrière. Ouais. Donc là, sachez-le, je le dis ici, on ne peut pas faire marche arrière. C'est pas parce que vous avez un coin market cap ou quoi que ce soit, non. L'explication vient d'ailleurs. Il faut comprendre l'économie et
où c'est que le crypto et le blockchain vont nous ramener. Là, maintenant, c'est un besoin. Et là, vous voyez que c'est un mouvement international. C'est global. Ça ne va pas s'arrêter. OK? Donc là, sachez-le. Ouais. Alors maintenant, continuons. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a vu que quoi? 2017, c'était l'année de quoi? C'était l'année des ICO. 2018, l'année, on va dire, des investisseurs et de la régulation. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer maintenant, même si le Bitcoin cherche un prix, mais c'est quoi la question clé? Régulation et, comment dirais-je, acceptation et adoption des cryptos, mais par qui? Par les investisseurs accrédités. Donc l'entrée de big money. Et maintenant, 2019, ça va être l'entrée de quoi? De plus en plus, on en parle. De quoi? Ben, des exchanges décentralisés. Donc là, ben, voilà, ça va arriver. Et ici, on a une personne déjà bien connue ici dans le monde des cryptos qui est en train d'en parler. Et donc là, ça va être quelque chose de fort. Donc là, ben, voilà, ça va arriver. Ça arrive déjà. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de projets qui sont en train d'en parler. Pas mal d'exchanges. Vitalik Buterin, rappelez-vous ce qu'il disait. Hein, il aimerait voir les exchanges centralisés brûler en enfer. Et donc voilà. Donc là, c'est ça. Et ça arrive. Donc 2019. Que toute cette débâcle de ETF, régulation, adoption, exchange, tout ça, sécurité est réglée. Maintenant, on passera à quoi? Aux exchanges décentralisés. Et maintenant, terminons une note avec une note ici au niveau des devises. Voilà. Et là, on va directement où? On va maintenant s'attaquer à ce qui est mondial. Donc, on va aux États-Unis. Et maintenant, lorsqu'on va aux États-Unis, ben, il y a quelque chose de clé ici à regarder. La chose clé qu'on a regardé ici, c'est quoi? C'est le dollar. Donc là, je reviendrai aussi sur la position du dollar dans le mini documentaire parce que c'est important de comprendre ce qui se passe avec les devises. Vous voyez pas le trade de devises comme on voit le forex, mais le véritable forex, pas le forex que vous voyez dont on fait des promotions et du marketing, voilà, hein, qui en a bluffé plus d'un. Là, mais le véritable forex et ici sa relation directe avec les cryptos et ici, comme on le voit, c'est quoi? Avec les monnaies principales. Vous voyez que ceux qui ont les Global Crypto Research, vous voyez qu'on a toujours notre aparté macroéconomique et on analyse quoi principalement dans un premier temps, on commence toujours par analyser les flux. Donc, quelles sont les monnaies fiat qui sont vendues en échange quoi? En échange pourquoi? Bah, pour des cryptos. Et ici, on avait bien évidemment la numéro 1, c'était le yuan, donc le renminbi chinois, avant le ban via le Bitcoin, vu qu'ici on parle toujours de Bitcoin au niveau des trades, hein, donc quelles sont les monnaies qui sont tradées contre du Bitcoin. Ensuite, on avait quoi? On avait le yen japonais, le won coréen et le dollar. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant que c'est le dollar. Les données nous montrent que le dollar commence à monter de plus en plus, que réellement, c'est lui qui est en train de dominer le trade du Bitcoin. Mais pourquoi? Où est passé le yen japonais? Et là, vous l'avez vu dans le Q3, quand on a vu ça, on voit que le yen japonais a déjà été transformé en Tether ou en Bitcoin ou quoi que ce soit. Mais maintenant aussi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que j'aime énormément cet article, parce que dans cet article, ils reviennent sur des choses qui sont clés. Ils parlent des dérivés. Et sachez une chose, que les dérivés sur les cryptos existaient déjà depuis bien longtemps et déjà en Asie. Et en Asie, comme l'auteur de l'article revient dessus ici, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres et lorsqu'on regarde les volumes, on voit que par exemple les volumes qui étaient faits en yens, voilà comme il dit ici, n'étaient pas sur le marché spot. Donc pas sur le véritable sous-jacent, mais c'est tous des trades qui étaient placés sur quoi? Sur des dérivés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de whales qui sont en train d'opérer là-bas en Asie. Pourquoi? Donc des whales, rappelez-vous, c'est quoi? Des groupes de traders qui spéculent, enfin des groupes de traders entre eux qui ont beaucoup de capital. Et lorsqu'ils se mettent entre eux, ben voilà, si chacun vient avec 2 millions et ils sont 5, ben à eux tous ils ont 10 millions. Maintenant, à ces 10 millions-là, vous prenez du 20 à 1 de levier, donc ça fait beaucoup. Et là, maintenant, vous allez opérer en Asie, vu que là-bas, ben voilà, c'est là-bas qu'on donne énormément de dérivés, qu'on donne accès à ce genre de levier. Donc, ça fait des mouvements que l'on voit aujourd'hui. Et donc là, ben, c'est ça. Donc là, ce qu'ils ont fait, eux, comme analyse ici, c'est séparer ce côté dérivé et regarder qu'est-ce qui était réellement fait au marché spot. Et au marché spot, on voit que c'est quoi? Que c'est réellement le dollar qui est là. Alors maintenant, on se dit, bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce serait le dollar réellement qui est là? Il faut regarder une chose. Vous avez vu qu'en Asie, ils opèrent fortement avec tout ce qui est dérivé. Donc avec des produits à fort effet de levier. Mais ce n'est pas sur le marché spot. Mais on compte cela comme influence sur quoi? Sur le marché spot. Pourquoi? Ici, je ne peux pas ouvrir cette parenthèse parce que c'est un long mécanisme. C'est compliqué comment dirais-je, à expliquer. Pourquoi? Ben là, ça va avec les exchanges. Vous voyez, un exchange, lorsqu'il voit ce genre de mouvement, ben, l'exchange, lui, doit se couvrir. Mais avec quoi? Avec le véritable sous-jacent. Donc là, ben, les exchanges, pour être sûr qu'ils aient assez de liquidité et qu'ils puissent, comment dirais-je, maintenir ce genre d'opération sur leur plateforme, sont obligés d'avoir en réserve du Bitcoin ou de quoi que ce soit. Donc là aussi, ça va influer, ça va jouer, ça va fort influencer ces niveaux de prix.
Ok, donc vous avez un trader qui a, je sais pas moi, 10 millions, il prend du 5 à 1, donc il a pour 50 millions d'achats, comment dirais-je, de Bitcoin, bah boum, l'exchange doit au moins essayer d'avoir au moins entre 40 ou 50% de Bitcoin là. Donc là, ça va entraîner aussi un achat. Donc, vous voyez que d'un autre côté, ça fait aussi bouger le marché. Rappelez-vous qu'un dérivé, c'est quoi? C'est un contrat. Donc un contrat entre le trader et qui et comment dirais-je, et l'exchange sur quoi? Bah, sur base de l'issue du trade. Bah tiens, si moi j'étais haussier et que le Bitcoin est monté de, je sais pas, de 1000 ou 2000 dollars, bah, tu me donnes ce qui me revient et moi je te paye ce que je dois te payer au niveau des commissions et tout ce qui va avec. Ok? Mais maintenant, pour en revenir au dollar américain et pour est-ce qu'on voit cette puissance au niveau du dollar américain, c'est que maintenant aux États-Unis, ce sont les institutions qui rentrent, mais les institutions, elles rentrent quoi? En achetant le véritable sous-jacent. Et lorsque eux, ils achètent le sous-jacent, c'est pour le garder, pas pour le trader. Donc, vous voyez ici, il y a deux monnaies qui sont utilisées dans le trade. L'une, on voit plutôt tout ce qui est asiatique au niveau de quoi? De tout ce qui est donc le yen, ainsi de suite et tout ça. Et le won coréen, tout ça, c'est pourquoi? Pour tout ce qui est, comment dirais-je, dérivé. Donc, vous voyez, on le voit aussi, hein, comme vous voyez ici aussi, on parle de BitMEX, ainsi de suite et tout ça. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Bah maintenant, on a aux États-Unis des investisseurs accrédités qui, eux, veulent venir, mais quoi? Ils veulent venir pour dominer, donc avoir le monopole. Donc, ils veulent vraiment avoir quoi? Du Bitcoin. Vous voyez, là, vous voyez pas mal de fonds, comme on en a vu pas mal, qui, eux, achètent le Bitcoin et hold le Bitcoin. Ouais, donc ils ont le véritable sous-jacent. Vous voyez même le GBTC qui est donne des participations en termes de asset management. Donc je vends des participations à mon fonds. Là, sur ce qu'il y a comme participation, je pense que c'est 2% pour les frais de gestion. Et le reste sert à réellement à l'acheter le véritable sous-jacent. Et nous, on le garde pour les clients. Donc tout ce qui est custody, sécurité et tout ça. Donc vous voyez que ce sont deux types d'opérations complètement différentes. Donc là, vous voyez que c'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe avec les monnaies et elles vont où. Donc cet article est ultra intéressant. Je sais que ça va être quelque chose de très compliqué à comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués et qui ne comprennent pas réellement les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers, mais c'est quelque chose qui est clé. Ouais. Et tenter de simplifier ça au plus que je peux, c'est pas évident. Mais là c'est quelque chose de clé que vous devez savoir. Vous voyez, c'est important de savoir les flux, qu'est-ce qui rentre dans la market cap et qu'est-ce qui a de l'influence sur la market cap. Au niveau de quelle monnaie, ça vient d'où, ça vient de quoi et à travers quel produit on y est arrivé. Rappelez-vous que tous les produits qu'on va voir maintenant à travers le dollar, donc pensez que maintenant, dès que vous entendez dollar, pensez New York, Wall Street, institution. Eux veulent des choses en monopole. Rappelez-vous, eux veulent retrouver le même environnement qu'ils avaient avec Apple. Donc c'est quoi ici l'avoir en holding. Donc je veux le véritable sous-jacent et pouvoir me couvrir. Toi, tu me couvres avec ce que tu veux, mais je dois pouvoir avoir de la couverture par rapport à ça. Donc à la fin, le final ici, c'est avoir le véritable sous-jacent. Vous voyez, eux, ils viennent pour ça, pour avoir le monopole de cet actif. Donc le plus grand nombre de participations. D'un autre côté, en Asie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est là-bas qu'ont été tous les whales. Donc tous les whales, c'est quoi? Rappelez-vous, des groupes de traders spéculateurs. Donc d'anciens Wall Street, vous voyez que les Arthur Hayes de BitMEX, ainsi de suite, ce sont tous des traders pros. Les gars de BitMEX, de BitMEX, les gars de Bitfinex, tout ça, ce sont tous d'anciens traders pros. Ils ont tous été là-bas, monter des exchanges et faire ci et faire ça, donner un certain type de service, eux-mêmes opérer, mais avec quoi? Des dérivés. Ouais. Donc eux, ils sont pas dans l'optique, nous, on est là, on vient pour avoir un holding. Non, nous, on est là pour spéculer grâce à la volatilité qu'ont les cryptos et avec des dérivés. Donc on n'a pas le produit qui nous expose en pleine figure. Donc vous voyez que c'est ça, il y a un énorme problème et c'était aussi une des raisons qu'avait évoqué la SEC pour le refus. Ouais. Ils voulaient voir ce qui se passait au niveau du sous-jacent et tout ce volume, comme on le voit là, qui est généré en Asie. Mais maintenant, vous voyez qu'une grosse partie de ce volume est générée à travers des dérivés qui, après, il y a des mécanismes qui sont encore très complexes, voir comment est-ce qu'il y a ça a une influence sur quoi, sur le, comment dirais-je, sur le sous-jacent et sur les exchanges, ainsi de suite. Donc là, vous voyez qu'ils sont hors de leur juridiction. Mais maintenant, aux États-Unis, ils vont réguler les choses pour que ce soit autrement. Ouais, enfin, on va dire dans les règles du jeu comme ils l'ont. Mais vous voyez qu'ici, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas imposer votre loi américaine dans le reste du monde sur un actif qui n'est pas régulé et qui est décentralisé. Ouais, donc là, c'est là où ça coince. Alors maintenant, ici, on laisse les États-Unis et on va en Asie. Et qu'est-ce qu'on voit en Asie? Vous voyez, l'article ici peine à être lancé, mais il faut juste comprendre une chose. Avec tout ce que l'on est en train de voir maintenant en Asie et surtout en Chine, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Chine veut quoi? Est en train d'embaucher beaucoup de cryptographeurs. Donc il y a une forte demande. Pourquoi? Pour des hackers. Il y a eu tellement de demandes que ça a excédé l'offre.
Vous voyez, donc avec tout ce qui est en train de se passer, les exchanges, les hacks, les ci, les ça, et tout ce qui tourne autour de ce monde-là, ben, qu'est-ce qu'on voit? Bah, tiens, les métiers ici de cryptographeurs, donc de hackers, maintenant sont fort, fort, fort demandés. Donc vous voyez que ne pensez pas que la révolution, elle est uniquement au niveau de tout ce qui est crypto, et ainsi de suite. Il y a toute une économie. Voilà pourquoi est-ce que je vais faire ce mini documentaire sur tout ce qui est économique. Il y a toute une économie qui se développe autour. Et ça aussi, c'est quoi? C'est une grosse masse monétaire qui est en train de rentrer dedans, qui a ses yeux braqués vers cet écosystème pour dire ça. Ça, c'est une vache à lait. Mais pas uniquement la crypto elle-même, pas les jetons que l'on voit, le BNB, tout ce que vous voulez, le Zcash. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses à faire autour. Il y a beaucoup de services. Et tous ces services-là, ben, c'est ce qui, comment dirais-je, ça nourrit. Ça va créer quoi? Ben, vente de biens et prestation de services. Et tout ça, c'est une économie. Ouais. On va dire, comment dirais-je, il y a un gros pactole. Donc, il y a énormément d'argent. Et on le voit maintenant dans quoi? Dans des quoi? Bah, dans des offres d'emploi. Et de la demande d'emploi ici aussi. Ok, donc laissons la Chine. Maintenant, on va en Corée. Bien évidemment, en Corée du Sud. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez que maintenant, regardez maintenant comment est-ce que le blockchain, là ici, on va plutôt se focaliser sur tout ce qui est blockchain. Et ben maintenant, c'est quoi? Le stock market que l'on avait là-bas, donc la bourse coréenne, ben, il y a pas mal de personnes, les régulateurs et pas mal d'entités financières qui, après avoir évalué ce qui se passe, voir le modèle dans lequel tu es en train d'opérer, donc le modèle classique, constitutionnel, centralisé, ainsi de suite, ben, ils disent, ben non, là c'est un modèle qui est obsolète et maintenant on devrait passer notre bourse sur le blockchain. On devrait pouvoir trader sur le blockchain de manière décentralisée, beaucoup plus de confiance, moins de manipulation et ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus effectif et ça va nous réduire les prix de tout, commission, de ci, ça et ainsi de suite. Et pourquoi? Ben, qu'il n'y ait pas une entité centralisée qui garde ben, quoi, toutes les transactions. Mais maintenant ce sera décentralisé. Donc là, le blockchain. Vous voyez comment le blockchain, c'est même pas une question qui s'impose, c'est l'évolution naturelle qui est en train de se faire de l'économie. Et donc ça, on comprend encore plus pourquoi est-ce qu'on voit cet impact du blockchain au niveau international, global et dans toutes les industries. Là, je le dis encore et je le répète, ça ne va pas s'arrêter. On ne fait que commencer. Là, c'est comme le téléphone à son début, c'est comme Internet à son début. Il y aura des hauts et des bas, c'est normal. Il y a beaucoup de volatilité. Maintenant, ce sont les entrepreneurs qui sont en train de prendre du risque, mais l'issue va être une grande issue. Donc, c'est maintenant le moment de quoi? D'étudier ça sérieusement. Je n'ai pas dit de venir et de parier, non, j'ai dit étudier la question sérieusement. De sérieusement évaluer les choses. Maintenant, vous voyez qu'on vit à l'âge de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai montré dans le documentaire, on n'a pas d'excuse pour pouvoir faire une recherche. On a plein de sites qui sont là, mais maintenant, vous avez vu que la chose, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait avec les data? Qu'est-ce qu'on fait avec les données que l'on a? Donc là, vous avez vu dans ce documentaire-là que nous, on bosse avec les données. C'est grâce à ces données-là qu'on fait des choses. On a tout pour faire des recherches. Même si vous n'avez pas l'argent pour acheter un rapport qui coûte 5 000 $ ou quoi que ce soit, en cherchant dans des bonnes choses, dans des bons sites, en ayant des sources d'informations qui sont sûres, des institutions, dans des bibliothèques, s'approcher d'une université où il y a des rapports économiques ou quoi que ce soit, ils en ont, ils en font. Ici, nous, on l'a fait. En parlant avec pas mal de personnes, des professeurs, ainsi de suite, qui vont pouvoir vous guider et vous dire bah, tiens, tu cherches telle information, bah, tiens, je te recommande ça, parce que si tu auras une information qui est clé, ou nous à notre niveau, bon, on a ça, 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 ça et ça, juste être mis, comment dirais-je, juste être mis sur les bons rails pour bien commencer. Et non croire tout ce que vous voyez sur Internet, ainsi de suite, et tout ça, au niveau de quoi? Des opinions. Ici, rappelez-vous que vous devez vous forger votre propre opinion, pas avoir un cerveau moutonnier, c'est-à-dire quoi? Un cerveau qui appartient à un million de personnes ou je sais pas moi, à 100 millions de subscribers ou 35 000 vues, c'est quoi? Bah, c'est 35 000 cerveaux qui pensent pareil, avec 35 000 likes. Non, vous devez avoir votre propre... ouais, tout ce que vous faites doit être propriétaire. Votre recherche, d'être propriétaire de votre recherche et de votre prise de décision. Et maintenant, on vit à cette époque-là, où vous pouvez faire vos recherches à ce niveau-là. Ouais. Et donc là, commencer à réellement bah, quoi, évaluer les projets et savoir dans quoi vous allez pouvoir investir. Mais vous voyez que ça arrive. Tout ça pourquoi? Ça, c'est déjà mis en marche et on ne reviendra pas en arrière. Alors maintenant, une autre vidéo ici. Et ici, la vidéo nous parle de quoi? Ici, on reste avec Ryan Neuner de Crypto Trader. Et là, maintenant, c'est sa semaine qu'il a fait en Corée du Sud. Et là, on allait voir pas mal de choses. Donc là, c'est oui, pendant qu'il était, je pense, à Taïwan et en Corée du Sud. Et donc là, il a fait pas mal de choses. Il y a pas mal d'interviews, des choses super, super intéressantes ici. Et des grandes interviews, bah, comme toujours. Donc là, magnifique cette émission. Donc là, franchement, je vous la recommande. Vous avez le lien ici. Maintenant, on reste en Asie et on va à Hong Kong. Et qu'est-ce que l'on voit? Ça, c'est la chose qui a fait aussi pas mal parler. Hein. On a vu quoi? Un whales. Donc, rappelez-vous, les whales, ici en plus, dans cet article,
Bloomberg, on explique c'est quoi un whale. Bon, ouais, c'est un trader, comme je vous dis, c'est un trader avec beaucoup de capital. Donc, et où parfois ce sont plus des traders avec pas mal de capital, ils se mettent entre eux pour faire quoi? Ben, placer des trades spéculatifs. Voilà ce qu'ils font, d'où leur nom whale. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu un trade que l'un d'entre eux a placé, et ce trade-là, ben, c'est très 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 mal passé. Pourquoi? Vu qu'il a pris pas mal de volume, et pas mal de quoi? Pas mal de leviers. Donc c'est un trade qu'il avait placé à partir de OKEx sur les contrats futurs que donne OKEx. Donc rappelez-vous qu'en Asie, ils avaient déjà des contrats dérivés, donc des contrats futurs, ainsi de suite, tout ça. Rappelez-vous, et ça c'est quelque chose de clé qu'il faut comprendre, mais que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pourquoi vous devez apprendre à faire la différence entre ce qui se passe aux États-Unis. Pensez que les États-Unis, c'est un système qui est fermé. Pourquoi? Vu que les citoyens nord-américains ont des, comment dirais-je, ils ont des restrictions, ils ne peuvent pas opérer librement à travers le monde. Oui, ouvrir des comptes, si ça, il y a pas mal d'endroits où on les refuse. Donc, ils ont besoin d'avoir tout ce qu'il y a dans le monde mis chez eux, mais régulé. Un exemple, ils ont besoin d'avoir leur tour Eiffel chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas, imaginez-vous qu'ils peuvent pas prendre l'avion, arriver à Paris, et s'ils arrivent à Paris, ben, ils n'ont pas le droit d'aller visiter la tour Eiffel. Donc, ils en font une chez eux. Donc, ils doivent faire la réplique. Imaginez-vous la tour de Pise. Ils ne peuvent pas aller en Italie à visiter la tour de Pise. Donc, quoi? Ben, il nous en faut une chez nous. Vous voyez? Imaginez-vous tout ce genre de choses. Donc là, il le faut chez eux. Pourquoi? C'est les restrictions qu'ils ont. Voilà pourquoi est-ce que c'est très important l'entrée d'investisseurs accrédités. Un investisseur accrédité, rappelez-vous, c'est une personne qui a un certain capital. Mais il y a certaines personnes qui ont une qualité d'investisseur accrédité, vu le capital et risque qu'ils ont, ne sont pas des institutionnels. Donc ce n'est pas une institution, mais c'est un individu qui a beaucoup de capital et qui peut le mettre en risque. Mais vu qu'il est citoyen nord-américain, il ne peut pas aller à l'extérieur, à moins qu'il le fasse à travers une institution qui, elle, oui, pourrait opérer comme corporation au niveau international. Mais s'il reste en qualité de personne, d'individu qui est un investisseur accrédité, de citoyenneté nord-américaine, il est obligé d'opérer aux États-Unis. Donc là, c'est quoi? Il a besoin d'avoir ce genre de produit régulé sur le sol nord-américain. Ouais. Donc là, maintenant, vous voyez que là-bas, à Hong Kong, OKEx donnait déjà ses contrats futurs avant le CBOE, avant le CMEI, avant tout ce que vous voulez. Ils avaient déjà tout ça avec beaucoup de leviers. Et là, on voit qu'il y a une position ici de 416 millions de dollars qui s'est très mal tournée. C'est quoi? Le trader, si je me souviens bien ici, il était à la hausse et le marché a commencé à aller à la baisse. Et là, c'est quoi? On a prévenu le trader pour dire ta position. Tu as pris pas mal de leviers, elle va contre toi, donc clôture une partie de ta position. Pourquoi? Pour que nous aussi, on puisse avoir le collatéral nécessaire ici dans la plateforme. Rappelez-vous que là, lorsqu'il y a des positions qui sont placées avec des futurs et des dérivés, le broker se couvre avec le véritable sous-jacent. Mais là, ils ont un certain capital pour le faire. Et là, dans une position pareille, c'est 416 millions, s'ils n'ont pas assez pour se couvrir, là, il y a un problème. Donc ici, ils ont dû faire quoi? Au final, ils ont, comme il explique dans l'article, à maintes reprises contacté le trader et comment dirais-je, le trader n'a pas réagi et donc ils sont vus obligés de quoi? De couper sa position et avec une perte de plus de X% pour lui. Donc là, c'était quelque chose qui a fait super super mal et je crois qu'à la fin, le trader a perdu une histoire de 150 millions et un truc pareil, mais bon, voilà, ça, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est aussi un des faits clés cette semaine-ci et je pense qu'on l'a en vidéo ici sur Bloomberg aussi, ou venant de CNBC, ou enfin, soit d'un de ces médias outlets. Voilà, ici, on en parle, c'est à partir de Bloomberg. Et maintenant, ils reviennent dessus. Et maintenant, ils me parlent de quoi? Vous voyez que c'est pour ça aussi qu'aux États-Unis, ils veulent que le marché soit régulé. Pourquoi? Parce que en dehors des États-Unis, donc on va dire en Asie, on a permis ce genre de choses avec un levier excessif et ce n'était pas régulé. Rappelez-vous, ici aussi en Europe, on avait accès donc à travers la Grande-Bretagne, lorsque j'opérais avec des prime brokers de là-bas, donc comme Barclays et ainsi de suite, donnaient déjà des produits dérivés avec pas mal de leviers. Mais maintenant, pour donner ces services-là et ce genre de levier aux résidents européens, donc on a vu qu'ici aussi, comment dirais-je, en étant européen et en ayant une résidence européenne, que ce soit en Espagne, au Portugal ou quoi que ce soit, et que vous avez ces services-là venant de la Grande-Bretagne, donc régulés, FCA, ainsi de suite, ils ont été obligés de commencer à réduire les niveaux, comment dirais-je, de levier, séparés en deux classes. Donc ici aussi, il y a l'investisseur accrédité et d'un autre côté le particulier, et le particulier n'a plus droit qu'à un levier de 2 à 1. Mais il peut fractionner, aller jusqu'à quoi? 0,025 je crois en Bitcoin et dans quelques cryptos, ça dépend ce que donnent les brokers, mais en gros c'est ça. Avec ça aussi ça a changé, mais maintenant là-bas, on voit qu'en Asie il n'y a pas ce genre de régulation. Donc au Japon, en Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, Singapour, là-bas c'est le Wild West, enfin le Wild East plutôt. Ok, donc là voilà. Maintenant, on reste toujours là, on va en Asie mineure et on va où? On va en Iran. Et qu'est-ce que l'on voit? On a vu une montée des exchanges, donc des trades
via le rial iranien contre le Bitcoin, bah, dû quoi? Bah, dû précisément aux sanctions que court le pays et toutes ces tensions géopolitiques qu'il y a là-bas. Donc là, vous voyez que là, on l'a vu, hein, que l'Iran aussi est en train de planifier d'avoir son rial tokenisé, donc un rial coin, je ne sais pas comment ils vont faire, un crypto rial plutôt. Mais maintenant, voilà, il y a tous ces problèmes qui sont là. Vous voyez ici, comme on le dit bien ici, depuis les sanctions de mai 2018 imposées par les États-Unis, bah, le gouvernement de Téhéran a commencé à faire quelque chose. Donc, on avait déjà vu que le volume de Bitcoin montait en trading là-bas, et là, ça continue encore. Et ça va encore s'accentuer encore plus. Donc, vous voyez que tous ces pays-là, pour éviter ces sanctions, qu'est-ce qu'ils font? Bah, voilà, ils passent par quoi? Bah, ils passent par des cryptos. Alors maintenant, on va en Inde. Et qu'est-ce qui se passe en Inde? Maintenant, rappelez-vous qu'en Inde, il y a eu des bans. Donc, le passer du roupie vers les cryptos, donc le Bitcoin, ça a commencé de plus en plus difficile. Le gouvernement et la banque centrale sont intervenus. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous voyez qu'on ne peut pas stopper cela. Vous voyez, c'est comme en Chine, hein. Il y a eu la même chose, mais on ne peut pas stopper ça. Pourquoi? À partir du moment où tout le monde a un wallet, on peut commencer à opérer en peer-to-peer. Maintenant, tout ce qu'il y a, c'est quoi? C'est un moyen de communiquer et de se mettre d'accord, donc faire des settlements. Donc, comment est-ce qu'on va régler les trades? Bah, maintenant, la population indienne a trouvé la parade. Et il y a un mot qui était très marrant lorsque je suis en train de lire l'article, ça m'a fait bien rire. Je dis, bah voilà, hein, on ne peut pas arrêter ça. Voilà. Ils ont trouvé la méthode pour continuer à trader, donc de manière décentralisée, donc sans passer par des exchanges. Et ils appellent ça le DABA trading. Donc, ils passent par des groupes de Telegram, ils se mettent d'accord, on envoie l'argent en cash. Et là, maintenant, une fois que l'issue est arrivée, ben voilà, moi, quand tu m'envoies l'argent en cash, moi, je suis un trader qui, moi, ai accès à quoi? Je suis un investisseur accrédité. J'ai accès à quoi? Et j'ai accès à des comptes offshore, donc des comptes en dehors du pays. Et donc, voilà, je peux placer des ordres d'achat et vente. Donc là, c'est fait par l'intermédiaire de quoi? Ben, d'investisseurs accrédités. Mais, vous voyez, rappelez-vous ce que je vous disais, comme ce qu'il y a aux États-Unis. Donc là, la population passe par un investisseur accrédité. Lui, vu qu'il est accrédité, donc il peut opérer dans le monde entier, donc en dehors de l'Inde, avoir des comptes bancaires partout et des comptes de trade, peu importe où c'est. Ils se mettent d'accord sur le prix, sur l'exchange à travers lequel ils vont regarder le prix. Ils mettent tout par groupe Telegram, et une fois que ça se passe, ben voilà, les personnes sont payées comme ça. Donc vous voyez que là, ben, vous voyez que la population va toujours trouver des parades. Et donc là, ça m'a fait rire quand je voyais ça, le DABA Trade. Et donc voilà. Et comme ils disent, le DABA Trade en passant par le Hawala Network, donc c'est un réseau. Et voilà, donc là, vous voyez que ces investisseurs accrédités, attendez, je pense qu'on le dit ici, hein, on les explique exactement comment est-ce qu'ils passent. Attendez, hein, parce qu'il y a les DABA Trade, DABA Trading. Voilà, c'est pas le broker qui exécute. Voilà, Hawala Network, Trading Overseas Bank Account va utiliser une banque offshore, et ainsi de suite. Et c'est fait à travers un investisseur. Vous voyez, donc là, les banques utilisent des banques en Grande-Bretagne, à Dubaï et en Europe. Et voilà comment c'est fait. Ouais. Donc voilà, ça ce sont des parades que, bah quoi, bah, que la population ont trouvé. Donc vous voyez qu'on ne peut plus arrêter ça, c'est déjà parti, c'est déjà allé trop loin. Donc gouvernement ou pas gouvernement, c'est ça. Vous voyez que là, c'est là où quand je vois ça, je comprends une des phrases du Bitcoin quand je voyais ça dans le white paper de Satoshi Nakamoto, c'était le mot permissionless, donc sans permission. Et moi-même je l'ai vécu, donc on n'a pas à demander la permission à qui que ce soit. Moi-même, lorsque j'étais en train d'opérer, de faire pas mal de choses, et même Jens me dit, écoute, là, il faut réellement qu'on commence à réévaluer ce qu'on est en train de faire et commencer à bouger une fois que les sommes d'argent sont importantes. Parce que quoi, aller à la banque, commencer à faire ci, à faire ça, et je vous en ai parlé, hein, j'ai déjà eu des histoires pareilles, des embargos dans les comptes, le temps que les enquêtes soient faites, ainsi de suite, devoir justifier ici, ça et ça. On se redit, monsieur, pourquoi tel mouvement, monsieur, pourquoi tel ci, monsieur, pourquoi tel ça, monsieur, les impôts de ci, monsieur, prouvez ci, monsieur, prouvez ça. Et à un moment donné, bah, ça casse la tête. Et on dit, bah, tiens, on va pas autoriser ça tant que vous n'avez pas ramené des preuves de ça et ça, j'ai déjà eu. Donc, devoir prouver ci, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ici, et pas plus tard, enfin, il y a moins d'un an. Et même au début de cette année-ci, je dû faire pas mal de choses pareilles. Donc, vous voyez que là, c'est ça. Maintenant, comme je dis, le mot-clé, c'était quoi? Permissionless, donc sans permission. Et lorsqu'on est en train d'utiliser le Bitcoin et que le Bitcoin vous permet d'être là, de bouger, ben voilà, lorsque je dois bouger d'un wallet à un autre, peu importe le montant, ben, il n'y a personne qui doit m'autoriser cela. Et là, vous voyez qu'il y a, c'est pour ça que je dis que même les prix de minage, ce qu'il y a payé par rapport à la maintenue de l'infrastructure, vous voyez, on paye pour le service. Vous voyez une différence quand on allait manger au McDonald's et manger au Fouquet's. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bon, le Fouquet's, c'est la qualité, ainsi de suite, mais ce que vous payez pour la qualité. Oui, la bonne bouteille de vin ou ma canette de Coca-Cola, ça n'a rien à voir. Oui. Donc le fait de payer pour que mon argent bouge rapidement, quand ça va bien, 5 minutes, 10, 15 minutes,
Même un jour, c'est mieux que 3 4 jours, mais avec un appel à la clé, je dois me présenter et voir le directeur de la banque et dire, ah tiens, encore lui, monsieur Kilembe, c'est quoi cette fois-ci? C'est pourquoi, c'est pour ci, c'est pour ça. Ouais. Et devoir aller vous justifier que, arriver jusqu'à la banque centrale où on bloque vos comptes, à un moment donné, vous dites, merde. Mais lorsqu'on voit ce côté permissionless, rappelez-vous, c'est un mot qui est clé, hein, donc sans permission, vous vous dites waouh. Et même si je dois payer 50 euros ou 100 euros de frais de minage, eh ben, je préfère payer ça, mais au moins il y a quoi? Permettez-moi l'expression, il n'y a personne qui vient m'emmerder après. Donc ça, c'est la chose qui est clé. Donc vous voyez que là, ben voilà, ce qui se passe en Inde, les gouvernements, même comme en Chine, ils peuvent tenter de faire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. C'est impossible d'arrêter maintenant. Le génie, comme il dit, the genie is out of the bottle. Impossible de s'arrêter maintenant. Maintenant, on laisse l'Asie et on va un peu plus bas, donc on va en Australie. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, on voit qu'il y a un Bitcoin boost. Et c'est quoi ce boost? C'est quoi? Ben, c'est que le gouvernement maintenant lui-même est en train de backer des startups. Et des startups qui quoi? Ben, qui viennent favoriser le tourisme et quoi? Ben, permettre aux touristes de commencer à payer avec quoi? Le Bitcoin. Vu qu'on voit que quoi? Ben, tiens, ça va ramener quoi? Ça va redynamiser notre économie et il y a des étrangers qui vont venir avec des cryptos. Si ça, c'est le moyen de redynamiser notre économie, ben on va pour ça. Rappelez-vous qu'il y a un aspect économique. Ouais, plus que l'aspect spéculatif. Là, absolument que ce documentaire, j'ai vraiment envie de bien le faire, d'avoir même pas un scénario, mais un bon script pour que ce soit vraiment, qu'il y ait une bonne suite continue des points que je vais mettre dedans. Mais c'est ce point économique qui est important. Et oui, que ça a restimulé une zone ici qui, voilà, comme on dit ici, ben, la première ville qui accepte Digital Currency Town, donc la première en Australie. Et oui, ils acceptent quoi? Le Bitcoin, Bitcoin Cash, NEM, Litecoin et Ethereum. Oui, bah ça, c'est ça. Donc là, ça rebooste toute une économie. Donc c'est important de voir ça. Ouais, donc ça, c'est ce que permet le Bitcoin et le blockchain et les autres cryptos. Donc l'aspect économique est très important, bien plus important que l'aspect spéculatif. Les spéculateurs sont toujours là. Mais ils ne sont là qu'à certains temps. Oui, et une fois que le truc est passé, ben voilà, ils cherchent autre chose. Mais l'économie, elle va rester. L'économie, elle est réelle, elle. Voilà, maintenant on laisse l'Australie et l'Asie, on revient en Europe et on va où maintenant? Ben, on va à Malte. Ouais, Malte, c'est un endroit qui fait beaucoup parler de lui, on en a pas mal cité cette semaine-ci. Et pourquoi? Ben, Malte, il y a beaucoup de hedge funds européens. Ben, voilà, Malte, c'est un peu, c'est semi-offshore, hein, on va dire ça comme ça. Et il y a quoi? Ben, vous voyez que 9 fund partners et BitPay vont collaborer. Pourquoi? Bah pour avoir un crypto exchange, comment dirais-je, qui va permettre d'échanger des cryptos avec du fiat. Vous voyez que maintenant il y en a très peu. Rappelez-vous qu'il y avait Binance aussi qui doit venir. J'ai vu qu'ici quelque part Binance aussi allait faire partie de l'équation. Pourquoi? Parce que voilà, il y a encore un développement de quoi? Du Malta Stock Exchange aussi avec Binance et encore d'autres. Comment dirais-je, et d'autres exchanges crypto pour ramener pas mal de services pour les investisseurs et au niveau de la bourse de Malte. Mais vous voyez que ces initiatives, elles sont là et elles se passent dans des endroits où on accepte la technologie, où on veut aller de l'avant, où on sait que quoi, que ça va ramener une nouvelle économie. Qu'est-ce qui va se passer pour Malte? Ben, il y aura pas mal d'argent qui vont commencer à bouger, pas mal de hedge funds qui sont basés ailleurs ou des ventures capitalistes, ainsi de suite et tout ça. Ben, si Malte permet de faire cela, de lister aussi des ICO, ainsi de suite, que pensez-vous qu'il va se passer avec le capital? Le capital va bouger. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer à Malte? Ben, c'est là qu'il y aura tout. Il y aura un véritable hub, service de wallet, service de sécurité, service de consulting, service de service de audit. Tout ça, ça va être à Malte. Donc c'est quoi? Ben, à Malte, ils sont pas bêtes. Ça va redynamiser leur économie. Il y aura de l'argent, il y a beaucoup d'argent ici qui va rentrer dedans. Ouais. Donc là, ils sont malins. Et ceux qui sont malins, ben, le font. Malte est très malin et la Suisse aussi, ils sont très malins. Et donc, voilà. Alors maintenant, on va où? On va en Roumanie. Et qu'est-ce qui se passe en Roumanie? Ben, on voit maintenant en Roumanie, ben, il y a eu un target qui était fait sur les cryptos. Mais quoi? Ici, on va dire quoi? L'article ici est un peu trompeur. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas directement que c'est crypto, mais on utilise le terme de electronic money. Qu'est-ce qu'est l'electronic money? On a déjà l'argent, vu que lorsqu'on paye avec carte de crédit débit, c'est déjà électronique. Mais maintenant, pourquoi rajouter une couche en plus? Et donc là, on sous-entend que ça a à voir avec les cryptos. Et ben, pourquoi? Ben, pour éviter toute activité illicite, illicite et tout blanchiment d'argent. Donc ils ont encore mis quoi? Une couche de régulation, une couche de loi encore en plus pour éviter certains problèmes et pour dissuader ben, ceux qui voudraient s'aventurer et comment dirais-je, venir s'aventurer et s'adonner plutôt à des activités illicites. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, en gros, c'est quoi? C'est que tous ceux qui veulent commencer à faire quoi? Ben, ouvrir un exchange, enfin monter un exchange, offrir ce genre de services, doivent être approuvés par la Bank of Romania, donc la BNR, et bien évidemment quoi? Ben, derrière eux, la Banque Centrale Européenne.
Oui, donc là, comme ils disent ici, hein, donc être approuvé par la BNR et encore un peu plus bas, bon, on parle que quoi? Ils doivent être approuvés par les institutions de crédit et tout ce qui va avec et les autorités locales. Et bien évidemment, ben, si c'est en euros qu'on va commencer à offrir cela, eh ben, il nous faut quoi? Ben, la Banque Centrale Européenne aussi doit être derrière. Donc là, ben, c'est quoi? Ben, tous ceux qui pensaient à commencer à bouger de l'argent, recevoir de l'argent, leur transférer un compte bancaire et tout ça, ben, ça va pas être possible vu que quoi, on est en train de mettre des barrières pour éviter pas mal, comment dirais-je? Comment dirais-je, pas mal de problèmes et pas mal d'activités illicites. Et toute personne qui veut commencer, donc là j'ai vu que c'est vraiment fort, hein, avant de commencer à se lancer dans un business qui aurait à voir avec de l'electronic money, donc sous-entendu crypto, il faut quoi? Avoir un certain minimum de capital ici. Et qu'est-ce qu'il demandait aussi? Ah oui, donner ses données personnelles et les autorités. Avant de vous autoriser à vous lancer dans ce business, ils allaient étudier votre historique si vous n'avez pas eu des problèmes avec le fisc, problème de ci, de ça. Donc là, c'est vraiment mettre des barrières terribles, hein. On voit ici, hein, voilà, une full vérification de tout ce qui est votre historique de paiement de taxes et aussi ben, personal legal records. Donc s'il n'y a jamais eu d'antécédents pénaux et ainsi de suite. Donc là, c'est terrible. Donc voilà, là, ici, c'est vraiment pour dissuader les mauvais acteurs de rentrer dedans, mais aussi ça met des barrières à ceux qui aimeraient réellement amener ce genre de service là-bas. Donc maintenant, allez savoir pourquoi. Alors maintenant, on a fini avec le reste du monde et on va finir avec quoi? Avec les institutions. Et maintenant, on commence par quoi? On commence par Goldman Sachs. Donc on retourne à Wall Street. Maintenant, on voit quoi? Goldman Sachs, que pense-t-il? Pour eux, Bitcoin peut aller encore plus bas. Donc vous avez vu qu'on est à combien là? Voilà, 7000. Non, ici, ici on nous donne 7291 alors qu'on a vu 7000 il y a peu. Ça aussi, c'est un gros problème, hein, que les prix ne soient pas unifiés partout. Vous allez voir dans une des vidéos de Crypto Trader, on en parle. Mais ça, c'est une opportunité pour certains d'arbitrage. Donc, j'achète à 7000 et je revends ici, je sais pas c'est quel exchange, à 7290. Ben voilà, avec les frais de commission, minage, ainsi de suite, j'empoche la différence. Mais même ça, ces trades arbitraires sont en train de diminuer. Il y a de moins en moins d'opportunités. Mais bon, soit. Goldman Sachs, quoi? Baissier sur le Bitcoin. Pour eux, on n'a pas fini encore de voir les bas. Donc là, point numéro 1. Ici, on a quoi? Vidéo. Et ici, on revient sur pas mal de personnes qui quoi? Bah là, c'est une personne clé qui parle de quoi? Qui parle encore de quoi? De un breakout pour les cryptos. Donc pour lui ici, on a vu une baisse dans les cryptos. Attendez à voir c'est qui parle ici, hein. On va attendre un peu parce que j'ai envie de voir c'est qui. Je me souviens plus de la vidéo, enfin de qui ils avaient invité ici. Et la personne qui parle en gros voit quoi? Ben, on voit encore quoi? Encore un niveau bien plus haut pour le Bitcoin, que le Bitcoin peut toujours commencer à rester haussier. Donc là, on va attendre. Vous voyez que là, c'est avec tout ce qu'il y avait durant la semaine, hein. Ça, c'est encore tout ce qui il y avait, tout ce qui était ETF qui était encore chaud, hein. Ah, oui, voilà, c'est ce personnage ici que l'on avait vu au début. Il y a eu une citation de lui au début, et là, ben voilà, il revient sur tout l'épisode ETF, il revient sur tout l'épisode des institutions et sur tout ce qui est en train de se passer, comment dirais-je, aux États-Unis. Voilà, Bart Smith, voilà, Shushkeina, Head of Digital Assets. Donc ça, c'est un grand groupe, hein, qui est en train de d'investir dans pas mal de choses. Eux aussi sont en train de distribuer des quoi, ben, des ETF. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ben, ils aussi se font maintenant. Comment dirais-je, qui investit dans les cryptos. Et lui, malgré tout ce qu'on a vu, ben, pour lui, c'est positif. Pourquoi? Avec la news que l'on a eu du rejet de la SEC et ainsi de suite, il s'attendait à avoir des prix beaucoup plus bas. Mais pour lui, il a dit, comme il a vu que le Bitcoin maintenant se maintient au niveau des 7000 et ainsi de suite, ben, pour lui, tomber de 8500 à 7500, c'était une baisse de 1000 $, et qu'on se maintienne à ce niveau-là et qu'on n'aille pas plus bas, ben, pour lui, c'est montrer que quoi? Ben, que le marché veut réellement aller plus haut. Que ça, c'est juste quelques pessimistes qui sont sortis rapidement à l'issue des nouvelles. Mais pour lui, d'ici, on pourra aller bien plus haut, vu pour lui, on a déjà passé le pire. Donc pour lui, on a trouvé un bottom, et là, ce serait haussier. Donc rappelez-vous, ça, c'est son opinion. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? Là, on a déjà vu en vidéo, on avait vu un article par rapport à ça. Là, c'est encore un article qui reprend ce qu'on a vu de la compagnie ICE, donc les propriétaires du New York Stock Exchange. Maintenant, ici, on parle de quoi? On revient ici sur les banques centrales. Rappelez-vous, au début, on parlait de quoi? Du rapport du UBS, qui parlait du Bitcoin, ainsi de suite, que pour remplacer le dollar, il devrait atteindre les 213 000 $ par Bitcoin, ainsi de suite, pour être considéré comme une monnaie. Mais rappelez-vous que le Bitcoin, réellement, il faut bien l'étudier ici. Donc là, je vais vous laisser vous faire vos travaux ici. Donc vos études et vos recherches approfondies à ce sujet. Mais ici, on compare plutôt le Bitcoin au gold. Et on dit que tiens, bientôt,
les banques centrales, elles aussi, vont commencer à avoir quoi? Du Bitcoin en holding. Comme elles le font avec le gold. Pourquoi? Bah, parce que le Bitcoin, c'est le gold digital. Et là, maintenant, bah, on voit réellement bah, tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Oui, ce que ça fait pour les investisseurs et pourquoi est-ce que c'est vu comme l'or. Vous voyez ici, hein, donc Indeed, le Bitcoin, c'est le digital gold. Et là, rappelez-vous, hein, ça, c'est comme, faut étudier réellement ce côté économique du Bitcoin, étudier ce qu'est le gold physique, donc l'or physique, et réellement, ben, après, ben, faire le parallèle directement avec le Bitcoin, et vous allez comprendre exactement c'est quoi. Et là, d'un autre côté, vous allez comprendre parce que les banques centrales ont toujours de l'or. Rappelez-vous, le président Richard Nixon nous avait enlevé du patron or en 71, donc dans les années 70, 71, 72, c'est là où on a arrêté les talons or, donc le patron or, on est rentré dans le pétrodollar. Mais maintenant, c'était important d'avoir de l'or. Pourquoi? Parce que ça permettait de contrôler l'inflation, ainsi de suite, tout ça. Mais maintenant, on est dans une autre ère, d'autres politiques de banque centrale, d'autres modèles économiques, et ainsi de suite. Mais ici, dans cette nouvelle révolution que l'on va faire, on va aussi revenir, oui, ça veut dire donc on revient à quelque chose. Avec le Bitcoin et le blockchain, on pourrait revenir à un pseudo patron or, mais un pseudo quoi, réserve nationale et devise fiat backée par quelque chose. Ou d'autres crypto backé par quelque chose. Oui, quelque chose qui est finite. Oui, comme le Bitcoin, il ne peut en avoir, il n'aura jamais plus que 21 millions. Et ben, comme l'or physique aussi, on ne peut pas en miner autant. Oui, qu'il y a, les réserves d'or, elles sont au compté. Donc ça c'est très, très très important. Et donc dans cet article ici, on fait le parallèle entre les deux. Et réellement ici, ben, l'auteur de l'article va sur ce côté, sur ce point et sur cette caractéristique du Bitcoin, comme le Bitcoin étant du gold digital. On fait le parallèle avec le gold physique et pourquoi est-ce que les banques centrales, elles vont commencer à avoir cela comme part de réserve et pourquoi? Pour backer leur fiat. Et là, si vous regardez bien dans le rapport de la BIS, bon, pour ceux qui ont le Q2, on est revenu dessus et on a vu que c'était l'un des points qui était mis en avant. Alors maintenant, rappelez-vous, on avait vu Crescent au début, il y avait un article, je vous ai dit, retenez le monsieur Hassan Ali, ex-Goldman Sachs, qui a monté le Crescent Crypto Fund, et maintenant il revient sur le Bitcoin. Et pourquoi je vous ai dit de retenir ce jeune homme? Parce que, rappelez-vous les 3 points que je vous ai dit. Quelles sont les 3 choses à faire maintenant? Voilà, c'est lui Hassan Ali ici. Ou vous n'êtes pas dans le marché, ou vous accumulez, ou vous shortez. Et eux, ils sont en train d'accumuler et ils parlent de son portefeuille, ils parlent de ce qu'ils sont en train de faire, ils parlent aussi du rejet des ETF et ils parlent de leurs fonds, ce que eux sont en train de faire exactement et ainsi de suite. Et pourquoi, quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils ont et il va montrer le fond. Et on va l'écouter parce qu'il y a des choses intéressantes. Enfin, il a déjà dit ce qui était intéressant. On va aller là. On va mettre pause. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau des actifs, ils ont du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple, du Bitcoin Cash et du EOS. Et comme il dit ici, hein, là, vous allez avoir la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Il a quoi? Ben, eux, ils ont une vision globale, ils voient une révolution globale. Il dit on est long only, donc là, c'est que le côté haussier. Donc eux, ils accumulent pour la hausse et pour du long terme. Et voilà, vous voyez que là, ils sont dans différents secteurs. Donc c'est très important d'être exposé à différents secteurs ici au niveau du Bitcoin. Rappelez-vous ce que UBS a dit. UBS, il parle de quoi? Il parlerait plutôt des cryptos qui pourraient remplacer le dollar et être comme quoi des value transfer, donc un outil à utiliser au quotidien, ce serait plutôt les Ripple et Bitcoin Cash. Ça, c'est plutôt ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez que le Bitcoin ici, vous voyez que les institutions savent exactement c'est quoi. C'est un stock de valeur. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est comme le gold. Il sert à être un stock de valeur. Ensuite, ils sont exposés au quoi? Aux plateformes Ethereum et EOS et c'est assez. Et vous voyez que quoi? Ils sont overweight ici, pratiquement 45% du fonds portfolio holding long only, donc juste haussier. Donc eux, ils achètent pour accumuler. C'est quoi? En Bitcoin. Voilà. Et ce jeune homme, c'est pas un, il sait très bien ce qu'il fait. Rappelez-vous, enfin, je vous le dis, c'est un ex Goldman Sachs, donc il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Donc là-bas, voilà. Ok. Donc ça, c'est un des aspects que je vous disais. Dans ce marché-ci, si vous n'êtes pas en train de shorter, ou vous accumulez comme il est en train d'accumuler, mais bon là, sur base de vos analyses. Et numéro 3, si vous savez ni shorter, et si vous ne savez pas et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes en train d'accumuler, vous ne devrez pas être dans le marché, à moins que vous commenciez réellement à vous éduquer et à comprendre ce qui est en train de se passer. Vous voyez, rappelez-vous, vous avez vu dans la vidéo que je vous avais fait, chaîne de valeur, ainsi de suite, ça c'est un pro. Il gère un portefeuille, donc il n'est pas là en train de faire du trade à gauche à droite. Il gère un portefeuille, mais avant de rentrer dans ce portefeuille, il a fait des analyses. Donc toute la chaîne de valeur que vous avez vue, il la connaît. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, continuons avec ce qui nous reste. Là, il nous reste quelques petits titres. Maintenant, on va où?
Ça aussi, c'est un article que j'aime énormément, énormément, énormément. Il y a un think tank, rappelez-vous toujours ce côté analyse. Et là, ça c'est un truc ultra important. Et là, j'y reviendrai. Je dis les Bitcoin Economics. Voilà, ça c'est le nom que va avoir le mini-doc. Le Bitcoin Economics. Maintenant, on a quoi ici? On a une boîte de recherche, un think tank qui a fait quoi? Qui a valorisé la valeur du blockchain. Donc, rappelez-vous, c'est important d'être factuel, de savoir de combien on parle. Et il dit que ça va atteindre 2 trilliards de dollars en 2030. Et en plus, ils disent bien que c'est une vision conservatrice. Ouais. Ils se laisseront surprendre par quoi? Par la croissance exponentielle. Mais là, minimum, ça va être 2 trilliards. Ouais. Et là, il parle de quoi? Des industries et des secteurs dans lesquels le blockchain va ramener réellement de la valeur. Au niveau de quoi? Du business. Rappelez-vous, c'est les business qui stimulent l'économie. Donc, il y a une économie derrière les cryptos et le blockchain. C'est très important de comprendre cela. Vous voyez que là, maintenant, tout ce qui circule, pour le moment, tout ce que l'on voit, c'est ce côté spéculatif, si, ça, non. Mais c'est le côté économique. Et là, le côté spéculatif peut vous... Même pas peut vous... Ça vous met... comment dirais-je? Vous focalisez là-dessus, ça vous met en péril. Pourquoi? Parce que vous allez toujours avoir le fameux FOMO. Le fameux FOMO, donc Fear of Missing Out. Vous ne savez pas ce que je dois faire. Tiens, ça va monter, le train va partir sans moi, je ne vais pas être dedans. Non. Vous ne comprenez pas qu'une économie, ça se fait. Dans une économie, il y a des choses. Aujourd'hui, on est dans une économie qui a du mal à être stimulée. On a tenté pas mal d'acrobaties au niveau des politiques monétaires pour restimuler cette économie, mais la solution, elle est là. La solution, c'est le blockchain et les cryptos qui sont arrivés. Donc là, c'est quelque chose qui va s'asseoir. Donc là, des opportunités, il y en aura encore. Donc là, c'est ça. Le fait d'être pressé, c'est prendre une Ferrari, faire du 300 km/h dans une avenue, dans une rue, dans une agglomération plutôt dans laquelle on ne peut pas dépasser les 50 ou les 60. Et donc c'est quoi? Premier carrefour, boum, c'est un crash. Avec le risque aussi de quoi? D'écraser des piétons et de créer des dégâts. Vous voyez? Ici, c'est aller tranquillos. Et d'abord bien étudier l'économie, voir dans quoi est-ce que cela peut pénétrer, voir dans quoi toutes ces blockchains vont amener de l'utilité et se positionner. Vous voyez ici, on parle de quoi? D'horizon 2030. Vous voyez, ça ne va pas parler à beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que l'entrée que le grand public a eu, donc le mainstream a eu, c'est quoi par rapport au prix du Bitcoin? Donc tiens, t'as raté, t'es pas rentré à 100, bah t'es un idiot, regarde, c'est arrivé à 20 000, regarde, moi j'ai fait des millions, toi t'en as pas fait. Ça, c'était raté. Et déjà à ça, vous pouvez pas y participer parce que vous avez bien vu que tous ceux qui font ces mouvements, vous avez vu comme le fameux whale, qui lui peut prendre des positions de 400 millions de dollars. Et encore quoi, même pas sur le sous-jacent, mais avec quoi. Donc imaginez-vous s'il y avait juste un levier de 4 à 1. Ça veut dire s'il avait 400 millions, donc il a pu mettre une position de 100 millions à lui tout seul. Vous voyez? Alors imaginez-vous si son levier, dans certains endroits, on arrive à du 50 à 1. Donc imaginez-vous. Ouais. Mais ici, on parle de quoi? De 2030, qui est une économie réellement qui va commencer à se mettre en place. Et c'est là maintenant qu'il faut arriver à bien placer ces pions. Ok? Et donc là, ici, vous avez le lien directement, en cliquant dessus dans l'article aussi, il y a le lien vers exactement la boîte de recherche. Et il parle de quoi? Des pénétrations verticales. Donc c'est un terme que vous m'entendez souvent parler de ça. Donc tout ce qui est vertical, des opportunités verticales dans tout ce qui est blockchain. Et donc là, voilà, ceux qui ont fait les analystes ici. Et donc là, c'est quelque chose de super, super important. Donc vous voyez que ça, ce genre de rapport, vous avez compris exactement, ça c'est ce qu'on fait. Avant de commencer à investir, c'est ça d'abord qu'on doit voir, savoir où on va, où sont les opportunités. Et après, on vient et on accepte le risque. Comme vous avez vu le fonds Crescent du jeune Hassan Ali, il a dit non, moi je vois ça, et ben voilà, on est dedans. On sait pourquoi est-ce qu'on est dans ces 5-là. Donc voilà, c'est ça. Après, chacun fait ce qu'il a à faire avec son capital. Ben, lui, il fait les choses comme il sait qu'il doit les faire. Alors, continuons ici. Et on va où? On va à CoinMarketCap. Et qu'est-ce qu'on a vu que CoinMarketCap a fait? Donc CoinMarketCap, tout le monde connaît cette plateforme, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez qu'à un moment donné, CoinMarketCap, si on revient en arrière, ils avaient enlevé les cotisations asiatiques. Pourquoi? À cause du fameux Kimchi Premium qui était payé là-bas. Et aussi quoi? Des dérivés. Ça distorsionnait les prix du marché, ça ne reflétait pas le véritable prix, vu qu'eux veulent placer quoi? Ils veulent nous montrer le prix du marché spot, donc du véritable sous-jacent. Donc en ayant les prix du spot plus les prix des dérivés, ça nous donne un prix qui n'est pas réel. Alors là, ils ont fait quoi? Ils ont fait en sorte de séparer les deux. Et maintenant, c'est quoi? Ils reviennent avec quoi? Avec une API améliorée. Pourquoi? Pour les institutions, afin qu'elles puissent récupérer des données rapidement et avoir accès et connecter cela avec leur dispositif à eux. Et d'un autre côté, maintenant, ils prennent aussi quoi? Ils prennent en compte le listing et, on va dire, l'évolution du marché des dérivés. Donc ça aussi, c'est très, très, très important. Donc vous voyez qu'ils sont en train de faire quoi? D'améliorer leur service. Donc là, c'est génial. Merci CoinMarketCap. Donc ça, c'est quelque chose de clé pour nous. Donc là, un grand merci. Donc là, on va pouvoir introduire ça dans les prochaines recherches qu'on va faire. Donc là, je vais regarder ça et voir si réellement c'est OK. Alors maintenant, on va à un autre fonds.
Un autre hedge fund, Pantera Capital, ici vous avez le CEO et le fondateur du fonds qui est ici. On voit qu'ils ont eu quoi? On voit qu'ils ont un retour de 10 000%. Et ils n'ont pas eu un retour de 10 000% en faisant du trading. Ils ont eu un retour de 10 000% en investissant. Et on voit que quoi? Ils sont rentrés en 2013, mi-2013, lorsque le Bitcoin était à 100 dollars. Donc ouais, que même eux, lorsque le Bitcoin était à 20 000, et que même si le Bitcoin revient maintenant à 5 000, ils sont 100% gagnants. Même si le Bitcoin revient à 1000 dollars, ils sont toujours gagnants. Mais pour le moment, comme ils le disent bien, ils ont un retour net, comme ils disent bien, 10 136% et des poussières net et hors, comment dirais-je, avec le décompte de tout ce qui est fees, donc des commissions et des intérêts et ainsi de suite. Donc là, ouais, que ça c'est grand. Et ce hedge fund n'a que 5 ans. Rappelez-vous ce que je vous disais aussi, très important dans la vidéo valeur, la chaîne de valeur, track record. Ils en ont un. Donc eux maintenant, lorsqu'ils sont en train de parler avec d'autres investisseurs, bah tiens, on a quoi? On a 5 ans de track record et on a tout, voilà le retour qu'on a. Donc maintenant, viens investir chez nous, viens mettre du capital chez nous. Pourquoi? Bon, on a prouvé qu'on sait ce qu'on fait. Malgré les hauts et les bas, on s'est maintenu, on a déterminé la valeur, on est rentré à un moment clé, 100 dollars, et ben voilà, on est là, on a 10 000%. Mais vous allez me dire, ouais, tiens, là on a déjà vu les hauts, pourquoi est-ce qu'il y aurait d'autres investisseurs qui vont continuer à rentrer? Ben pourquoi? Parce que vous voyez que cette économie va continuer à avancer. Il y a toujours de l'argent qui va rentrer dedans. C'est ce que je disais à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se laissent avoir par le prix quand ils voient ça. Là, eux, ils ont déterminé qu'il y avait de la valeur pour le prix du Bitcoin. Donc de monter de 100 jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Imaginez-vous même s'il retombe à 5000 avec toute l'injection de capital qu'il y a. Maintenant qu'il est aux 5000, on oublie, on n'est plus en 2013. Donc c'est un tout autre type de marché. On est en 2018, 2019 ou 2020. Prix du Bitcoin 5000. Maintenant, à ce niveau-là, si on réévalue sa valeur et si on réévalue tout ce qu'il y a, comme on a vu maintenant avec blockchain verticale qui peut atteindre les 2 trilliards, est-ce que ça peut permettre à un Bitcoin d'être haut? Est-ce que maintenant, à ce niveau-là, on va dire en 2019, s'il est à 5000, est-ce qu'on peut voir, ou bien maintenant, si on prend le prix actuel maintenant, s'il est à 7000, est-ce qu'on peut réellement voir le prix du Bitcoin aller plus haut? Est-ce qu'il y a encore de la valeur qui va pouvoir être ajoutée? Est-ce qu'il y a des applications avec le Bitcoin qui peuvent être faites? Si en 2018, c'est un oui, eh ben, n'importe quel investisseur qui rentre maintenant en 2018 avec un Bitcoin à 7000, imaginez-vous, demain, il est à 24 000. Donc ça nous fait quoi? 7, 14, 21. Eh ben voilà, on a encore doublé encore notre argent. Et imaginez, ça prend 3 ans pour arriver là. Ben, moi qui suis rentré à 7000, maintenant c'est à 24 000, eh ben voilà, j'ai mon retour. Tout simplement, c'est ça. Les opportunités, elles sont là. Il y a des cycles. Et ça, c'est une chose clé que le particulier ne comprend pas, qu'il y a des cycles dans tout. Il se laisse avoir parce qu'il voit ici. Ouais. Mais non, il faut regarder, est-ce qu'il y a encore de la croissance? Est-ce qu'il y a encore du jus à exprimer ici? Ouais. Alors maintenant, on continue. Et on voit une autre entité qui s'appelle Skrill. Skrill, si vous connaissez, ben, lorsqu'on fait des achats sur Internet, ça nous permet de faire des paiements. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ben, voilà, Skrill aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les quoi? Dans les cryptocurrency trade. Donc eux aussi, maintenant, vont commencer à donner quoi? Des services d'achat et vente. Ils vont donner cette option-là. Qui dit achat-vente et peut-être pourquoi pas paiement aussi pour eux. Donc là, voilà. Donc vous voyez que là, ça continue. Tout le monde rentre dedans. Vous voyez, si c'est réellement des actifs qui n'ont aucune valeur et que ça n'apporte rien du tout, ben, pourquoi est-ce qu'on rentre? Pourquoi est-ce qu'on commence à donner cela? Pourquoi est-ce que des compagnies édifiées commencent à donner, à être exposées même à cela? Parce qu'il y a de l'argent qui arrive. Et ça va continuer à monter. Maintenant, on va à Square. Square, c'est la compagnie de Jack Dorsey. Jack Dorsey, c'est le fondateur et CEO, donc PDG de Twitter. Ça, c'est sa deuxième compagnie. Rappelez-vous, Square avait commencé à être fortement exposé à tout ce qui était crypto. Maintenant, ils ont fait leur Q2, donc ils ont montré vraiment quoi. Ben, il y a eu, c'était le earning season aux États-Unis, donc à Wall Street, et ils ont révélé les revenus. Ils ont eu des revenus, de mémoire, je vous le donne, 37 millions. Bon, voilà, c'est marqué ici, voilà. 37 millions de profits dans le deuxième trimestre avec quoi? Juste dans la vente de Bitcoin à travers leur plateforme. Donc vous voyez que ça rapporte. C'est là. Maintenant, on va où? On reste avec d'autres entités. On va à Coinbase et on voit que Coinbase maintenant quoi? Va lancer un plugin. Pourquoi? Pour permettre, comment dirais-je, à WooCommerce, donc tous ceux qui sont accéder aux paiements crypto sur la plateforme de WooCommerce. Donc là, WooCommerce, encore pour beaucoup de personnes. On voit qu'il y a 49 millions de stores online qui vont maintenant pouvoir accepter des paiements en crypto. Donc là, vous voyez que c'est excellent. Et ça, c'est quoi? Encore une initiative de Coinbase. Ouais, donc là, c'est... Ah non, maintenant Coinbase a encore fait autre chose. Vous voyez que Coinbase aussi, ils ont beaucoup de clients britanniques. Donc, ils doivent passer de la livre sterling, donc le pound, passer en dollars. Ben, maintenant, quoi? Qu'est-ce que Coinbase a fait? Directement offrir cela, hein, mais d'acheter et de revendre directement. Avec quoi? Ben, avec du pound britannique, donc avec de la livre sterling. Donc, ça, encore fini de quoi? Ben, d'avoir les taux de conversion encore en plus. Donc, ça, c'est excellent. Donc, encore beaucoup plus de dynamisme pour les clients britanniques. Vous voyez que là, ça continue.
Alors maintenant, on va quoi? Rappelez-vous, on avait vu cette semaine-ci qu'il y avait Uber qui avait backé une startup, qui avait lancé un exchange avec no fees, donc sans frais de commission. L'exchange s'appelle Voyager. Ici, vous avez le fondateur et CEO de Voyager qui en parle. Il a aussi un background dans tout ce qui était marché financier, ainsi de suite. Donc, c'est pas il vient d'un broker. Il a bossé à E-Trade. E-Trade, c'est un broker nord-américain. Et donc là, il explique pourquoi maintenant rentrer dans tout ce qui est crypto. Et il parle de quoi? Bah, d'adoption pour lui. Que ce monde blockchain, que ces cryptos soient adoptés. Donc là, c'est sa mission. Et c'est pour ça qu'il appelle ça voyage. Donc c'est ça. Donc ce voyage maintenant, bah, d'où l'on est pour arriver dans ce monde dans lequel les cryptos vont être acceptés. Et donc voilà, son slogan, c'est, enfin le nom de la boîte, c'est Voyager. Maintenant, moi, il y avait un truc qui me trottait en tête. Je me disais, bah, tiens, mais comment tu gagnes de l'argent quand tu es dans les no-fees? Donc là, je pensais à d'autres choses. Mais ici, il a donné la réponse. Et comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Rappelez-vous, si c'est un broker, les brokers gagnent de l'argent ou en commission, mais s'il n'a pas de commission, ils gagnent de l'argent dans quoi? Dans le spread. Donc c'est quoi le spread? Offre et demande avec un prix différent. Voilà un exemple, 8268 et je te le vends à 8270. Donc moi, par transaction, je me fais 2 dollars. Donc voilà comment ils vont gagner de l'argent. Là, je me dis, bah oui, comment est-ce que tu n'avais pas pensé à ça avant? Bah voilà, c'est ça. Ok? Donc voilà pour Voyager. Et là, il ne reste que 3 articles et on a fini. Enfin, 4 plus celui-ci. On retourne au Japon et on va où? On va au SBI. Donc rappelez-vous, on a parlé des dérivés en Asie. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le SBI planifie quoi? Bah, le lancement des dérivés sur les cryptos à travers leur plateforme. Rappelez-vous qu'ils ont lancé leur plateforme il n'y a pas longtemps. SBI sont des gros avocats, des grands investisseurs dans le XRP. La plateforme qu'ils ont lancée pour le trading a connu un énorme succès. Et maintenant, plus de ça, ils vont lancer quoi? Bah, ils vont lancer quoi ici? Bah, ils vont lancer des dérivés. Vous voyez que là, ça continue et surtout d'abord en Asie. Maintenant, on continue. Et on va où? Maintenant, on va à des stores online et on va à Bidali. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait cela? Bah, ça nous permet d'acheter des gift cards, mais directement quoi? D'acheter ces gift cards, mais avec quoi maintenant? Bah, avec de l'Ethereum. Voilà. Donc là, c'est cool. Hein. Donc, vous voyez, c'est encore quoi? Ben, encore une autre adoption. Donc maintenant, bah, j'ai une gift card et maintenant, bah, quoi? Bah, je peux l'acheter directement avec de l'Ethereum ou bien la financer ou mettre ce que je vais mettre dessus bah, avec de l'Ethereum. Donc voilà, imaginez, j'ai envie d'en offrir une gift card de, je sais pas moi, de Apple par exemple à ma nièce ou d'achat d'Amazon, 100 euros, bah c'est 100 euros, bah, je peux les payer, enfin mettre 100 euros dessus avec de l'Ethereum, à partir et grâce à l'Ethereum. Donc voilà, vous voyez, encore de plus en plus d'adoption. Ouais, les choses avancent petit à petit, mais c'est en train d'arriver. Alors maintenant, on va à Robinhood et on retourne aux États-Unis. Donc encore cette entité, rappelez-vous, cet exchange qui veut rivaliser avec qui? Avec Coinbase et aussi donner quoi? Ben, permettre. Non, parce qu'il y en a deux. Il y a Robinhood et il y a Cobinhood. Donc là, il ne faut pas les confondre tous les deux. Et aussi maintenant, vous voyez que par rapport aux régulations aux États-Unis, ils ne pouvaient pas donner des services dans différents États. Mais là, petit à petit, bon, ouais, ils sont en train de mettre cela en place et ils sont en train de gagner. Et ils continuent maintenant quoi? Leur expansion. Et là maintenant, bah, Robinhood vient d'être accepté où? En Géorgie. Géorgie, pensez à quoi? Bah, des villes comme Atlanta. Donc là maintenant, bah, les gens qui sont là-bas vont pouvoir utiliser les services de Robinhood. Et maintenant, on termine avec quoi? Bah, avec quelque chose qui m'a surpris lorsque je l'ai vu. Je dis, bah, tiens, bah, il fallait y penser et ça allait arriver. J'ai déjà vu un chauffage, je crois, qui mine de l'Ethereum. On en avait parlé ici il y a quelques temps. Maintenant, c'est quoi? Ben, c'est une télévision maintenant qui mine quoi? Qui mine des cryptos. Et là, ça vient de la compagnie Canaan. Et Canaan, vous voyez que c'est une compagnie, comme on voit aussi, hein, qui fait aussi des équipements miniers. Donc, les dispositifs pour miner, on pense tous à Bitmain et leur fameux ASIC, ainsi de suite. Et ben, Bitmain number 1 et Canaan qui est numéro 2. Ben, cette compagnie aussi, maintenant, va commencer à faire quoi? À développer des téléviseurs qui peuvent miner les cryptos. Donc, vous voyez de plus en plus d'initiatives. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'innovation et tout ça, ça arrive. Vous avez vu on parle de 2 trilliards. Quand on parle de blockchain, c'est tout compris. Toutes les industries, les utility tokens, tout ce qui va être mis dedans. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est en train de rentrer. Donc, c'est maintenant qu'il faut être intelligent. Oui, c'est qu'à un moment donné, comme je le dis, hein, je vais finir avec ça, hein, être loin de la folie que vous entendez au quotidien. À un moment donné, ben, c'est ce qu'il faut faire. Vous êtes discipliné pour fermer les oreilles, fermer les yeux et vous centrer sur ce que vous voyez, sur vous, ce que vous ressentez par rapport à ça. Donc être propriétaire de ce que vous êtes en train de faire, pas avoir un cerveau collectif. Quand vous êtes dans un groupe Facebook, dans un groupe Telegram, dans quoi que ce soit ou quoi que ce soit, bah, vous avez un cerveau collectif. Non, vous devez apprendre, bah, regarder où vous en êtes, évaluer votre situation personnelle par rapport à ça. Bah, tiens, moi j'ai envie d'être exposé pardon, à tout ce qui est Bitcoin, blockchain, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que j'en ressors? C'est quoi? Ça va aller où? Eh ben, vous commencez à faire votre travail de recherche par rapport à ça. Parce qu'il y a toute une économie qui va être transformée et ça va prendre du temps. Et dans ce temps-là, il y aura toujours des opportunités.
Ouais. Ceux qui perdent aujourd'hui sont toujours dans le quoi? Dans ce qu'on appelle le shorterisme. Ouais, vous l'avez vu, hein. Dans mon rapport, Funstrat en parlait, bah, c'est juste regarder les choses dans le court terme. Dans le court terme, vous n'allez faire qu'une chose, c'est trader, spéculer, enfin tenter de spéculer, vu que vous avez vu qu'il y en a qui ont beaucoup plus de capital que vous et même eux aussi perdent. Mais c'est ça. Mais c'est quoi? Vous allez rendre les exchanges riches. Donc Coinbase va être milliardaire, CZ donc Changpeng Zhao de Binance va être milliardaire, mais vous, non. Montrez-moi un trader dans la liste Forbes. Réponse, il n'y en a pas. Ça, c'est factuel. Mais montrez-moi un millionnaire ou un milliardaire qui a investi et qui est devenu milliardaire et qui va plus haut. Dans tout ce qui est crypto, il y en a. Ouais. Et donc là, bah, c'est quoi? Bah, là, ils vont en plus, on n'est même pas encore imaginé où ils vont être où demain. Ça va être le nouveau Mark Zuckerberg et le nouveau Jeff Bezos et Bill Gates de demain. Donc soyez malins, prenez le temps d'apprendre, vous avez le temps d'apprendre. Vous avez vu les projections 2030, soyez pas pressés, peu importe le prix des actifs, ne rentrez dedans que lorsque vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous allez être dedans, si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous avez vu toute la chaîne de valeur, vous voyez le jeune Hassan Ali qui est là, il fait un travail qui est cool, il n'est pas dans 36 millions de crypto, il y en a 5, mais ces 5, ils dominent, ils ont toute une équipe de recherche, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Peu importe ce que tu en aies 5, 10, 15, 20, même une, si c'est la première que tu connais, que la seule que tu connais bien comme le fond de ta poche, ben voilà, c'est ton exposition et point de ligne, après tu passes et tu restes tranquille. Ouais. Et ne soyez pas dans toute cette folie qui est là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de business qui a été créé. Regardez, toutes les chaînes, même CNBC, ils parlent plus de crypto que de bourse classique maintenant. De temps en temps, je vais voir un truc, ouais, le pétrole a fait ceci, ou ça fait ça. Voilà, maintenant c'est crypto, Trump, et après de temps en temps, les trucs de bourse. Cette semaine-ci, c'était quoi? Bah, c'était Facebook, comme on avait vu, son fort déclin il y a 2 semaines de pratiquement 20%, et après bah, Apple qui avait atteint 1 trilliard. Mais tout le reste, c'est crypto. Donc, vous voyez, bah, c'est quoi? Bah, parce que les médias, bah, c'est le nouveau truc qu'ils ont trouvé. Regardez toutes les nouvelles, tous les médias outlets que l'on a ici. Ouais, mais c'est pas ça le truc. Donc, soyez cool. Regardez à l'horizon, regardez au loin et pensez, bah, tiens, moi je suis rentré aujourd'hui et je suis là, cool et tranquille. Mais sachez mesurer les risques. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une super bonne émission. On a appris plein de super trucs. Donc voilà, encore un grand merci à Nadi, Patrick, Johan pour les news, ainsi de suite, pour tout votre rapport au quotidien. Un grand merci à vous tous ici qui êtes en train de supporter le canal, ainsi de suite. Donc on est là. Rappelez-vous, je préparais mon mini-doc parce qu'il y a une question économique ici qui doit être faite, d'être mise sur pied. Donc là, voilà. Une fois que j'ai ça, ben, là, ça va vous arriver, ça va être publié. Donc voilà, moi je vous laisse ici. Pour ceux qui veulent me retrouver, vous savez bien, vous pouvez me trouver au www.jistum.com. Vous avez mon email. Il est où le email? Il est ici exactement. Et vous avez tout en bas ici le box de messages. Donc là, si vous voulez avoir des news et des informations sur les services de consulting et les solutions que l'on offre ici, vous me contactez et moi je reviens vers vous le plus vite possible. Ok? Donc voilà, profitez bien du week-end, profitez du soleil, profitez aussi des vacances. Il n'y a pas que le trading et les investissements dans la vie, il y a d'autres choses aussi à faire et il faut profiter aussi. Il faut bronzer un peu, ça fait du bien. Et donc moi je vous retrouve demain dimanche pour le Bit Dimanche et demain on va regarder tout ce qui se passe, on va regarder où on en est avec le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold et encore là demain il y aura les news faites du Bitcoin Cash. Voilà, Bitcoin Cash, merci à Roger Ver. Pourquoi il fait les news mieux que nous, c'est le premier avocat du Bitcoin Cash, donc voilà, hein, donc c'est lui qui nous donne toutes les news, donc voilà, donc là demain je vais vous partager les 3 vidéos qu'il a faites cette semaine-ci, et comme ça vous allez avoir toutes les news concernant le Bitcoin Cash, et le Bitcoin bien évidemment, vu qu'il est toujours en comparaison entre les deux, et le Bitcoin Gold, enfin tout ce qui est Bitcoin, ça c'est pour lui. Ok, donc voilà, un grand merci à tous, une bonne après-midi, excellent samedi, bon week-end, et on se retrouve demain dimanche, merci à tous, bye bye.